Ensuite, on est aussi sur Facebook. Alors déjà, les recommandations d'usage, je ne suis pas tout seul ce soir, mais comme ça, il va les entendre. Si tu es sur Instagram, si tu es sur Facebook, rejoins-nous sur YouTube parce que notre invité est avec nous sur YouTube ce soir. Bonsoir aussi YouTube. Bonsoir Rémi. Salut à toi, comment vas-tu? Très bien, merci. Et merci d'être avec nous ce soir. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir et je te suis sur Instagram. Là, oui, c'est vrai. Je te découvre sur YouTube du coup. Voilà, c'est ça. Alors, on avait cette discussion-là, on va avoir l'occasion de parler tous les deux d'Internet. C'est ce que je te disais, j'en parle pas beaucoup en fait finalement du web. Ça va être un peu l'occasion qu'on en parle ensemble. Avant d'attaquer, autre recommandation hyper importante que je fais toujours en début de vidéo. Si vous nous rejoignez, il y a un décalage entre vous et nous. Et donc, vous nous posez des questions, vous avez peut-être la sensation qu'on n'y répond pas tout de suite, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il y a ce décalage qui est en place et qui fait qu'on a votre question. Enfin, on répond à votre question et vous n'avez pas l'impression qu'on y répond tout de suite. Voilà. Rémi, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ça y est, c'est parti. Salut Nicolas. Salut à tous. Salut. Et on va commencer par les présentations. Je pense que c'est le mieux. Le titre est assez évocateur. Je te laisse quand même te présenter. Salut, merci Nico pour cette présentation rapide et pour ce live. C'est vraiment cool de pouvoir discuter avec toi en direct sur YouTube. Même si j'ai quelques griefs contre YouTube, on en parlera un petit peu plus tard. On va en parler. Je ne suis pas au courant, hein. Je tiens à le dire. Je vais découvrir avec vous les gars. Et en fait, moi, très simplement, je m'appelle Rémi Bigot. Ça fait 17 ans maintenant que j'accompagne des entreprises sur le web principalement. J'ai commencé, je vais faire rapide parce que voilà. Oui, après on va avoir l'occasion de parler, ils vont avoir l'occasion de te connaître. Voilà. Et pendant ces 17 années, j'ai accompagné différentes entreprises, de la plus petite, tu vois, la toute petite là, à la plus grande, eBay, Renault, RMC, etc. Et aujourd'hui, depuis 2 mois, j'ai complètement changé de business. C'est-à-dire que je ne veux plus faire de prestation de service. D'accord. Je veux maintenant enfin faire ce que je fais déjà, mais que je ne vendais pas jusqu'à présent, c'est-à-dire de l'accompagnement réel d'entrepreneurs de A à Z. Voilà, pour faire simple. Il me semble que j'ai vu, oui, que tu proposais un accompagnement effectivement d'une trentaine d'entrepreneurs. J'ai quand même fait mes devoirs avant de venir. Oui, l'école des entrepreneurs. D'accord. Bon, on va en parler, Avant, moi, j'ai quand même autre chose à dire. Je t'ai vu aussi chez Engie. Tu peux en parler rapidement avec un fond blanc et tout? Parce que bon, ça m'a un peu surpris. Alors pourquoi ça t'a surpris? Je sais pas, je me suis posé des questions, je me suis dit… Parce qu'en fait, donc, pour vous situer, donc, Rémi est entrepreneur depuis 2003. Et donc, en fait, quand tu vois un entrepreneur de façon extérieure, tu le vois comme étant à son compte, comme étant indépendant. Et de te voir présenter un service EDF, tu te dis, attends, je comprends pas. Alors, il travaille pour lui, il travaille pour… Déjà, c'est pas EDF. Non, c'est Engie. C'est vrai. Mais c'est la confusion. Juste pour info, le numéro 3 mondial de l'électricité, faut quand même le savoir. De l'électricité, pas du gaz. Ouais, j'ai bien compris. Et en fait, je suis pas du tout salarié quand je propose des vidéos pour Engie. Ouais, mais c'est surprenant. De quoi? C'est surprenant, ça reste surprennant. Après, oui, ça a surpris beaucoup de gens. En fait, c'est marrant ce que tu dis parce que suivant les personnes, soit ça les impressionne parce que c'est quand même un truc, c'est une grosse production. Je sais pas si tu as vu, mais en fait, c'est de la vidéo vraiment haut de gamme pour le coup. Ouais, j'ai vu. En fait, il y avait des équipes de 8 personnes. J'étais maquillé, j'étais habillé. Enfin, c'était n'importe quoi. Quand j'y repense, c'est dingue. Et moi, si tu veux, d'ailleurs, je devrais pas dire ça en direct. Je vais le regretter peut-être plus tard. Mais il faut savoir que moi, j'ai fait 12 vidéos pour Engie et je n'en fais la promotion que de 4. Ah d'accord. Moi, j'en ai vu une. J'en ai pas vu 12. Hein. D'accord. Et tant mieux. C'est pas grave. Ouais. Je me suis permis de faire la promotion de celles en quelles je croyais et en quelles j'avais rédigé le script. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Ça c'est… allez, on va pas trop rentrer dans les détails non plus parce que je vais vraiment prendre un procès sinon. Mais voilà, ça s'est moyennement terminé avec Engie sur cette partie-là et je les adore, attention. Il y a aucun… Ouais, non, mais c'est pas pour rentrer dans les détails. C'est intéressant de voir que voilà, ça situe un peu ton champ d'action. Tu es capable de faire du gros institutionnel, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça va du tout petit artisan jusqu'à la très grande entreprise et c'est ce que je n'ai plus envie de faire. En tout cas, si demain une grande entreprise comme Tesla, Twitter, Facebook, Google ou Iliad pour la France m'appelle et me dit ouais, on a besoin d'un animateur pour une émission, je pense que je viendrai si ça correspond à mes valeurs. Parce que j'adore faire ça, c'est un kiff total de présenter des émissions en français et en anglais d'ailleurs, j'en présente aussi en anglais. Ah, je savais pas non plus, j'ai pas trouvé ça.
Ouais, bah je te montrerai. Ouais. T'as pas lu mon à propos. Pourtant, j'ai une page à propos qui fait. Eh ben, alors, tu sais, je te coupe et je vais faire un truc. Et au départ, je faisais ça en fait, mais du coup, ça fait des. Je trouve que ça fait des trucs un peu consensuels et attendus en fait. Donc du coup, j'ai arrêté de faire ça maintenant. Je fais des recherches indépendantes et je vais comme ça. Tu t'y attends pas en fait. Tu t'attends pas à ce que je te parle de ta vidéo EDF quoi. Enfin, NJ, excuse-moi. Ah, pour le coup, si, puisque la vidéo NJ, j'en parle partout, quoi. Je la mets partout. Donc, Ah ouais, ça m'a d'accord. vraiment pas choqué. Mais si D'accord. tu veux, Bon, ok. si tu veux, en réalité, alors bien sûr, aujourd'hui, maintenant que comment dire, mon nouveau positionnement est plutôt startup scale-up, évidemment, NJ, ça peut paraître bizarre, mais en fait, pas du tout. Faut comprendre un truc que j'ai compris à Vivatech. Vivatech, c'est le plus grand événement mondial de startup. C'est à Paris tous les ans. J'ai bien dit mondial. Hein. C'est en train de devenir plus gros que tout ce qui existe ailleurs. Et en fait, le concept de ce salon est assez unique au monde. La France a compris un truc, c'est qu'on avait des très grosses entreprises qui cartonnent dans plein de domaines. Engie dans l'énergie, Renault dans les voitures, qui est l'un des leaders mondiaux. Si tu regardes le nombre de ventes, on est dans les 3 premiers. Et là, je t'en dis que 2, mais il y a Airbus, il y a Aérospatial, enfin il y en a 1 million. Il y en a beaucoup. Il y a Valeo. Il faut savoir que Valeo est peu connu, sauf que dans toutes les voitures du monde, il y a du Valeo. Tu vois, c'est pour te donner un exemple. Ouais, d'accord. Et donc, on a cette force-là de très grosses entreprises et on a une force qui devient de plus en plus forte, c'est nos startups. Elles sont agiles, elles sont rapides, elles commencent à prendre vraiment une ampleur intéressante. Moi, je le vois depuis des années, j'ai vu l'évolution. Il y a 15 ans, on était nuls. Maintenant, on est très très bon, très très bon. On a encore des défauts, mais on est très très bon. On arrive à commencer à créer des très belles entreprises en mode startup. Et du coup, ce qu'ils ont compris, c'est que si tu lis les deux, tu as une puissance de feu phénoménale. Et donc, le concept de Vivatech, c'est de prendre un énorme part de salon. Par exemple, NJ prend 3000 mètres carrés. Ah ouais. Et dans ce, ouais, c'est immense. Ah, mais Vivatech, c'est 80 000 personnes. Hein, c'est un truc de fou. Ouais. Chaque année, il n'y a que les Français qui connaissent pas. Voilà. Le monde entier vient chaque année. L'année dernière, il y a juste eu Mark Zuckerberg qui s'est déplacé. Hein, c'est juste pour ouais. Non, mais tu vois, je connais pas. Donc, voilà, pour montrer le salon. L'année d'avant, c'était Jack Ma, tu vois. L'année prochaine, ça sera Tim Cook. Voilà, oui, c'est pas de. Voilà, c'est pas de la rigolade. Et donc, ce salon, donc, où le monde entier vient, donc tu as d'énormes surfaces. Tu as Engie, par exemple, qui prend, je te dis, 3000 m². Tu as LVMH qui a 5000 m². C'est bon. Et à l'intérieur de ces booths, on appelle ça des booths en anglais, pardon, hein, des stands immenses, tu as au centre Engie ou LVMH, et tout autour, plein de petites startups liées à l'activité du géant. D'accord. Parce qu'elles ont été financées par ce géant, parce qu'elles sont aidées par ce géant, parce qu'elles ont des deals avec eux, etc. Et en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas la puissance de ça, et j'ai eu des débats incroyables sur Vivatech. J'entends des gens dire que Vivatech c'est de la merde, mais ces gens sont débiles ou ils sont jamais mis les pieds là-bas. Honnêtement, c'est un truc de fou. De toute façon, rien d'en parler. Là, ouais, t'as des frissons, mais parce que tu y vas, tu le vis. Donc forcément, moi, tu vois, j'irais rien dire du tout parce que je connais absolument pas, donc je vais pas parler d'un truc que je connais pas. Et je pense que malheureusement, les gens avec qui tu as des débats, alors soit ils y sont allés, ils ont eu une très mauvaise expérience, mais ça arrive dans tous les trucs de la vie. Soit ils y sont jamais allés parce que c'est souvent comme ça en vérité. C'est souvent les gens qui connaissent pas qui osent dire des choses sur les choses qu'ils connaissent pas. Donc voilà, donc d'accord. Donc ouais, c'est pour toi, c'est vraiment l'endroit où il faut être quand on a des startups quoi. Mais complètement. Alors, il n'y a pas que celui-là. Et donc là, juste pour rebondir par rapport à Engie, du coup, en fait, ça fait totalement sens de communiquer sur le fait que j'ai bossé pour Engie. Une startup comprend ça parce qu'elle sait si elle est dans le domaine de l'énergie particulièrement, elle aimerait bien avoir Engie comme client, comme partenaire, tu vois. Et ouais, je vois. Voilà, puis il y a évidemment une preuve sociale, hein, je ne vais pas te le cacher. Non, mais c'est travailler pour des boîtes comme ça, voilà, c'est évidemment. Ça on va avoir l'occasion d'en parler. Donc, globalement, tu évolues dans quel milieu? Le milieu de la start-up ou le milieu de la. Excuse-moi, il y avait un gros moustique, mais j'aurais peut-être dû le tuer en fait. Je pensais qu'il était mort, il était vivant. Bon, tu évolues plutôt dans le milieu de la start-up ou plutôt dans le milieu du coup de tout ce qui se fait sur Internet? C'est quoi ton. Parce que moi, j'ai plus la sensation de l'extérieur encore, que tu es plutôt axé start-up quand même. Mais je peux me tromper. C'est intéressant, je rebondis sur ce que tu viens de me poser, la question de Furax, qui me dit « J'adore écouter Oussama Hamar parler des startups, mais j'ai l'impression que vous êtes un peuple à part avec votre langage. » Intéressant, puisque moi, je viens justement du monde qui n'est pas du tout du monde de startup. Ma femme, elle est artisan. D'accord. Depuis 15 ans. Elle fabrique des robes de mariée sur mesure et des corsets. Elle a créé une communauté incroyable. D'ailleurs, en ce moment, malheureusement, elle fabrique des masques, hein, comme tout le monde. Oui, bah oui. Voilà, on en est tous là. Donc non, je comprends tout à fait ce qu'a dit Furax. Et il a tout à fait raison. Pour moi, il n'y a pas de différence. Une start-up, effectivement, elle a une différence, c'est que souvent, mais ce n'est pas toujours le cas,
et j'en parle beaucoup dans mon livre d'ailleurs, c'est que certaines startups veulent absolument lever des fonds. C'est-à-dire qu'elles veulent tout de suite aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs pour essayer d'envahir le monde. En fait, c'est la stratégie de l'invasion du monde, ce qu'on appelle. Là, volontairement, j'utilise pas de mot anglais parce que justement, il va me dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ce type ?» Et il a tout à fait raison, il faut parler français. Deuxièmement, tu as d'autres types d'entreprises ou de startups qui, elles, ont pris le pas inverse, qui se sont dit « attends, une startup, c'est une entreprise comme une autre, et une entreprise comme une autre, elle doit faire de l'argent, elle doit gagner de l'argent premier jour. » D'accord ? Toi, quand tu ouvres un restaurant, tu vas pas dire « oh, on verra dans 2 ans, si j'arrive à commencer à rentrer du cash. » C'est ce que beaucoup de startups font. Ah non, c'est pas mauvais, attention. Je dis pas en train de dire que c'est une mauvaise stratégie. Je dis que ça dépend. Je te donne un exemple très simple. Une startup, elle a plusieurs possibilités, mais il y en a 2 principales. La première, c'est de dire « je vais être comme une entreprise comme une autre. Donc, je vais essayer tout de suite d'aller chercher des clients et les clients vont financer ma communication, mon marketing et le fait que je grossisse, comme toute entreprise. » C'est ce qu'on appelle la version bootstrapping en anglais. Et puis, tu as une autre version de startup qui dit « moi, j'ai envie de devenir Uber, j'ai envie de devenir Airbnb, j'ai envie de devenir Google. » Donc, pour devenir des boîtes comme ça, faut être honnête. C'est pas avec les 3-4 clients que tu vas avoir demain matin que tu vas pouvoir générer le budget suffisant pour pouvoir t'attaquer à ces boîtes-là sur leur marché. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ton téléphone, tu essayes de convaincre un investisseur, des business angels, des gens qui ont de l'argent, qui croient aux startups dans lesquelles ils investissent, tu lèves l'argent et tu vas attaquer ton marché. Et là, c'est que le début. Quand tu as levé l'argent, beaucoup de gens pensent que c'est la fin, c'est le début de l'aventure. Il faut le rendre. Non, non, pas forcément. Il y aura un moment donné où tu vas devoir le rendre. Il te prête pas l'argent, il te le donne. Ouais, contre départ. Ouais, mais en attendant un retour sur investissement, il te le donne, mais avec, c'est formalisé quand même. Bien sûr, mais si tu perds tout, tu ne seras pas attaqué. Non, oui, c'est sûr, oui, mais enfin, c'est pas c'est pas l'éventualité de départ. les mecs. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas un prêt, si tu veux. T'es pas obligé de rembourser. Ouais, tu rembourses que si tu réussis, en fait. Non, c'est sûr. Non, mais on est d'accord, c'est un pari. Non, mais c'est ça, c'est vrai, tu as raison de le préciser. L'angle est intéressant. C'est que la pression du prêt est moins la pression, elle n'est pas la même que celle d'un prêt. Elle est moins forte, en fait, effectivement. Mais après, tu le sais aussi, il y a des gens qui vont te prendre des parts et te laisser tranquille. Et puis, il y en a qui sont plus intrusifs. C'est ce que j'allais dire. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison. C'est pire. C'est pire qu'un prêt. J'aime beaucoup Carlos Diaz, qui est un entrepreneur français qui est installé à San Francisco depuis quelques années et qui a de très très belles boîtes. Il a un frère d'ailleurs qui est en France aussi, qui cartonne pas mal. Les 2 frères Diaz, je vous invite à aller checker ce qu'ils font, c'est assez génial. Et ben lui, il dit, et il a tout à fait raison, quand vous prenez un investisseur dans votre boîte, donc quand vous donnez des parts à quelqu'un contre de l'argent, c'est comme si vous aviez une belle-mère. C'est pareil. C'est comme si vous vous mariez à quelqu'un ou que vous ayez une nouvelle belle-mère. Donc en fait, oui, ce mec-là ou cette meuf-là ou ce groupe de personnes, ils vont te casser les couilles en permanence grave. Pour savoir où est leur argent, où on en est. Et même, il y a même pire que ça. Dans beaucoup de cas, ce qui se passe, c'est que les objectifs de l'investisseur ne sont pas forcément alignés avec les objectifs de l'entrepreneur. Exactement. Et ça pose un vrai problème parce que parfois il y a un vrai décalage et du coup qu'est-ce qui se passe ? Ça frictionne, ça part parfois en vrille et c'est pour ça qu'on a des histoires après dans French Web ou dans TechCrunch quoi. C'est bien, mais c'est pas faux. Moi, je vous invite vraiment à écouter ou à réécouter. Vous ferez comme vous voulez ce que vient de dire Rémi parce que il y en a beaucoup qui savent que moi j'ai mis très longtemps avant de m'ouvrir et de m'associer et les raisons sont parmi celles qu'il vient d'évoquer, c'est-à-dire que avoir un mec qui finance et qui est froid et qui est extérieur, ça m'intéressait pas. Trouver quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est compliqué. Et d'ailleurs, moi, mon associé qu'aujourd'hui on voit sur la chaîne, Jérôme, c'est quelqu'un avec qui je savais que ça pouvait que fonctionner avec lui parce qu'on avait une antériorité sportive. Mais moi, ce que je dis souvent à ma communauté, je leur dis, alors bon, moi je bois pas d'alcool, alors c'est un mauvais conseil, mais je leur dis, prenez un week-end, saoulez-vous la tête avec le mec avec qui vous voulez vous associer. Et si vous êtes tous les deux ivres, vous allez vite voir si vous vous supportez dans le pire des cas ou pas en fait. Mais alors, le problème avec moi, c'est que je bois pas d'alcool du tout, ever. Donc, c'était pas. C'est difficile de proposer ça à un investisseur. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est de dire, avant de t'associer, mets-toi dans une position vraiment délicate avec le mec pour voir dans cette situation extrême comment les deux réagissent en fait. Tu as raison. Voilà, c'est le meilleur moyen de savoir si ça peut y aller ou pas. Mais c'est pas facile à faire. Tu as tout à fait raison. Rudy demande quelle différence entre une société et une start-up. C'est une très bonne question. C'est pas du tout une question bête.
Et c'est difficile de répondre parce qu'en réalité, il y a plusieurs définitions. Voilà, il n'y a pas de définition officielle. En fait, si, mais on va pas rentrer dans le débat. Le mec qui a inventé le mot startup, il a donné la définition. Donc, si tu veux, on peut le croire quand même. Ouais. Bon, alors, vas-y. Je te laisse faire. Je voulais quand même le préciser parce que pour moi. Et tu as raison. Je trouve tu as raison. Voilà, il y a une vraie problématique sur ce mot. Ouais. Beaucoup de gens vont te dire une startup, c'est quelque chose de technologique et j'y crois absolument pas. C'est pas forcément quelque chose de technologique. Une startup, c'est dur à expliquer. Une start-up, c'est une entreprise qui s'est lancée, c'est une entreprise comme une autre, qui s'est lancée et qui, au moment où elle s'est lancée, ne savait pas encore comment elle allait gagner de l'argent. Ah, on va être d'accord. Hein. Elle ne savait pas comment elle allait gagner de l'argent. Par contre, il existe des start-up, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui savent dès le début comment elles vont gagner de l'argent. On les appelle quand même des start-up. Tu vois, donc c'est bizarre. C'est parce qu'en fait, il y a un décalage. C'est-à-dire que ça fait cool aussi d'appeler sa boîte startup. Ouais, ça c'est vrai. On va pas se bullshiter, on va pas se dire de mensonges, on va pas se dire de conneries. C'est un peu de, excusez-moi l'expression, c'est un peu de la masturbation de cerveau, quoi. Hein, parfois oui. Pas toujours, mais parfois oui. Et après, il y a aussi la problématique aussi, c'est que les gens, comme je disais tout à l'heure, le voient comme une entreprise technologique. Tu vois, pour eux. Et puis, il y a aussi, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un autre problème, c'est par rapport à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui qu'Instagram est une start-up ? Si on est sérieux, non. D'accord ? Faut être sérieux 2 minutes, ça fait plusieurs milliards maintenant, il faut arrêter les conneries. Mais à quel moment on dit qu'une start-up n'est plus une start-up ? Alors, il y a différentes définitions aussi à ce niveau-là. Certains disent c'est quand elle a trouvé son business model, c'est-à-dire quand elle a commencé à être rentable. Je trouve que je suis assez d'accord avec cette définition-là. D'autres vont dire c'est quand elle devient une scale-up. Alors là, j'ai sorti un nouveau mot, les gens vont péter un câble dans les commentaires. Une scale-up, c'est une start-up qui arrive à un tel niveau que maintenant, elle a peut-être 100 employés. Enfin, on peut plus appeler ça une start-up. Elle est plus au début, parce que start-up, ça veut dire début quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Matt dit, une start-up, c'est juste une boîte qui démarre. Oui, mais non. Parce qu'un restaurant, tu peux pas l'appeler une start-up. Tu vois, et pourtant, c'est un business qui démarre. Donc, voilà. Il faut quand même qu'il y ait un lien, je pense, d'une manière ou d'une autre avec Internet et la technologie. Mais c'est pas forcément... Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que ce soit une appli mobile ou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et qu'il y a un lien quand même avec la technologie. Après, un restaurant peut être une start-up. S'il a un service autour de son restaurant qui est innovant, qui sort des sentiers battus, on peut appeler ça une start-up aussi. Tu vois. Alors, moi, dans mon bouquin, j'ai mis une définition. Tu vas me dire ce que tu en penses. Hein. Alors, je dirais que ce n'est ni la durée d'existence, ni la taille, ni le secteur d'activité qui font qu'une entreprise est une start-up. C'est un groupement de plusieurs individus qui œuvrent dans un but commun pour atteindre ou trouver une croissance exponentielle avec un objectif de transformer un flux de prospects en clients. La fin de ce processus transmuant immédiatement la start-up en entreprise. En précisant au départ que, j'ai précisé au départ qu'il y avait quelques consensus qui étaient trouvés sur la définition, mais que moi, je m'amusais à donner le mien. Quoi, voilà. Non, mais t'as raison. C'est intéressant parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf peut-être un mot qui joue un peu, c'est exponentiel. Je crois que tu as cité exponentiel. Et là, ça pose un problème parce qu'on parle de la scalabilité d'un business, c'est-à-dire le développement à l'infini d'un business et surtout le fait de pouvoir automatiser son développement. Beaucoup de startups ne veulent pas aller à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas intéressées par la scalabilité, par le fait de devenir Airbnb, Google, etc. On n'en parle jamais, mais elles existent. Elles sont vraiment existantes. Elles veulent vraiment trouver le bon business model par rapport à leur business et ne pas forcément devenir milliardaires. Ce n'est pas leur objectif, tu vois. Elles veulent avoir une bonne entreprise, en vivre bien, un peu comme quelqu'un qui va ouvrir un restaurant, qui va ouvrir une friterie, ce qu'on veut, qui va se lancer dans l'artisanat, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec le reste, c'est-à-dire que c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, ça va, je me suis pas trop planté. On va parler du coup d'Internet. Il y avait une question qui avait été posée, je vais te la poser, je la trouvais intéressante parce que ça nous concerne. Alors tu sais que moi c'est une chaîne d'investisseurs, du coup je m'attendais à ce qu'il y ait des questions du côté des investisseurs. Pas de problème. Il y a quelqu'un qui disait, alors attends, je cherche la question, hein, je veux. J'en suis un, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Il dit, voilà. Attends, bon, je la vois pas. Il disait en fait, tu sais que les investisseurs, les business angels, pardon, qui mettaient l'argent dans les startups, il a dû l'enlever la question. Il disait, ils doivent avoir besoin de beaucoup de cash. Et moi, je vais te poser la question, est-ce que c'est rentable d'investir dans une startup ?
Tu veux la vraie réponse ou tu veux la réponse bullshit? Non, mais bah, donne la vraie réponse, c'est là pour ça. La vraie réponse, c'est que je vais te donner un chiffre très simple que j'ai de Jean de la Roche-Brochard qui s'occupe du fonds d'investissement de Xavier Niel. D'accord. Voilà. J'ai vu en live sur YouTube il y a quelques semaines. Donc, c'est pas un rigolo. Voilà. Il investit Aujourd'hui, ils ont investi dans 800 startups et ils investissent dans 2 startups par semaine à hauteur de 150 000 euros. Ouf. Voilà. C'est pour te donner une idée du truc. Du volume. Voilà. C'est le plus grand investisseur individuel au monde, Xavier Niel. Ah ouais. Ah oui, au monde. Pas en France. Hein, pas en Europe. Au monde. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que c'est assez simple. C'est très très simple. Sur 100 boîtes dans lesquelles ils investissent, et ils le font exprès, ils savent que c'est comme ça que ça marche, tu vas en avoir 90 qui vont mourir. Je m'attendais à 80. Alors tu vois, t'es 10% au-dessus. Allez, entre 85 et 90, il m'a dit exactement. D'accord. En réalité, c'est 90. Ça me mais d'accord, pour 90. 90. Tu en as 5 qui vont bien marcher, mais qui vont pas être des Google, d'accord? Ouais. Tu en as 4 qui vont être des très très belles boîtes, qui vont faire des centaines de millions, mais qui ne seront jamais ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire qui vont pas atteindre le milliard d'euros. Ouais. Et en fait, tu en as une ou deux qui devient, par magie, au bout de 5 ans, vont devenir des monstres magnifiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec même pas un dixième de ce qu'ils gagnent avec la startup qui va tout péter, ça rembourse 15 fois tout ce qu'ils ont perdu. Ouais, mais c'est sûr. Voilà, le truc il est simple en fait à comprendre et c'est pour ça qu'ils investissent de cette manière-là. C'est la meilleure méthode pour investir dans une startup. Mais de toute façon c'est comme dans tout investissement, il faut diversifier son catalogue et c'est la même chose. Alors par contre, ça n'empêche pas qu'il faut travailler, c'est-à-dire que comme tout, si toi dès le début tu sélectionnes n'importe comment les boîtes, que tu connais rien, que comme certains je vois dans les cryptos ou dans la bourse investissent juste parce qu'il faut investir, comme dans le reste, ils vont l'avoir dans l'os à la fin, hein. Ça changera pas. On va pas se le cacher. Et le startup, c'est encore plus compliqué pour une raison simple, c'est que même si le concept est parfait, même si l'idée est bonne, même si tu es dans le bon timing, il peut y avoir tellement de comment dire, il peut y avoir une brouille entre les associés, il peut y avoir une fronde parce que la presse t'a défoncé, parce qu'Élise Lucet est arrivée dans tes bureaux et t'a défoncé. Il peut y avoir le corona qui tombe. Ouais, il peut y avoir plein de choses, c'est très aléatoire de toute façon, c'est complètement aléatoire. Alors pour la petite histoire, moi je vais dire une chose que personne n'a jamais su. Quand je faisais mes interviews, que je me déplaçais un peu partout pour les faire, j'ai fait ça pendant 6 mois, 8 mois. J'avais eu le mail de Xavier Niel. Et je lui ai écrit en direct. Je me suis bien fait bâcher quand même, hein. Il n'a jamais voulu me rencontrer. Il est un mec sympa, hein. Mais j'avais eu son mail perso. Je pense qu'il n'a pas apprécié. Il n'a pas trop compris comment je l'avais eu, je crois. Et il n'a pas trop apprécié que je lui écrive en direct. Donc voilà. Alors je pense pas que le problème ce soit qu'il l'ait. Parce que moi je l'ai eu dans mon émission. Ouais, je sais que tu l'as eu, ouais. Ouais, je pense pas que le problème ce soit ça. Son email, tu le trouves facilement en fait. Il est disponible sur internet, ouais. Ah, moi, on me l'avait filé en fait. Ah ouais. Voilà, pas. Mais c'est vrai que t'imagines le nombre d'emails qu'il reçoit. Ouais, non, j'imagine. Et ouais, il est assez compliqué à avoir. Même moi, je l'ai eu vite fait à l'arrache entre deux portes, tu vois. Donc j'ai galère. Et d'ailleurs, mon objectif de cette année, je sais pas si on va pouvoir cette année, on verra. De cette année, ça serait de l'avoir correctement dans l'émission, c'est-à-dire vraiment assis, qu'il ait le temps, qu'il ait 20 minutes à m'accorder, tu vois. Parce que là, je l'ai vraiment eu entre deux portes, donc bon, c'était sympa, c'était cool qu'il réponde, mais c'était un peu à l'arrache. Ouais. C'est parti de mes objectifs. Il y a plein de questions, c'est cool. Oui, on va y aller. Attends, t'inquiète pas. Ouais, donc du coup, toi, tu as pu le rencontrer vite fait, mais t'as pas pu creuser le personnage. Xavier, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des startups, en fait, la personne importante, je vois qu'on cite Marc Simoncini, est effectivement très important. D'ailleurs, il fait partie des 3 mousquetaires. D'accord. Ce qu'on appelle les 3 mousquetaires dans le monde des startups, c'est 3 entrepreneurs français, milliardaires, qui sont en train d'injecter des centaines de millions d'euros chaque année dans la French Tech. Ce qu'on appelle la French Tech, c'est toutes les boîtes françaises qui sont dans la technologie, qu'on retrouve à Vivatech d'ailleurs. Et ces gens-là s'appellent Jacques-Antoine Granjon, créateur de Vente Privée. Vente Privée, ouais. Marc, de Mythique et d'Angel Bike, et de la fameuse émission que j'adore. D'ailleurs, il faut savoir que cette émission, moi je l'adore, mais j'adore la version américaine depuis très longtemps. Ouais, Shark Tank, ouais, c'est ça. Shark Tank. Et puis il y a eu aussi Dragon's Den, qui était la version canadienne, qui était encore mieux et qui était juste avant. Ouais, ça a démarré au Canada.
Et au Japon, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Et donc voilà, Marc Simoncini, Xavier Niel et Jacques-Antoine Grandjean, on les appelle les 3 mousquetaires. C'est 3 entrepreneurs qui ont fait fortune dans le business Internet, tous les 3, en France, et qui sont des fous de la France et qui disent que la France est un paradis pour entreprendre. Et ils ont tout à fait raison, et je le répète et je le dis haut et fort, on a tout ce qu'il faut ici, pas besoin d'aller voir ailleurs. Et donc ces gens-là ont décidé, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, et ils savent qu'ils ont... C'est ce qu'ils expliquent. Moi, Niel, quand je lui parle, c'est incroyable. C'est-à-dire que le mec te dit dans ses phrases, dans ses interviews, mais s'il n'y avait pas eu la France, je serais pas là en fait. Si tu veux. C'est ouais, je paye beaucoup d'impôts et tout, mais je m'en bats les couilles. Je reste ici, tu vois. Et en fait, ils inondent le marché francophone de la French Tech de leur argent, de leurs conseils, voilà, ils essaient de. Voilà, après, moi, j'en parle. Hein, j'en ai parlé hier avec Olivier. On en parle. Je pense qu'ils ont compris moi le message que je donne. Hein. C'est vrai qu'en France, on a les avantages de nos inconvénients et un énorme avantage, c'est que on a une partie de la population qui est pas forcément très vaillante au travail et c'est une opportunité énorme parce que dans d'autres pays, en fait, cette partie de la population-là, elle n'a pas le luxe de pouvoir se permettre de choisir cette voie-là. Et ça laisse un boulevard pour les bosseurs, quoi. Moi, je sais que c'est pareil. Je ne serais pas où je suis si j'étais pas en France. Et d'ailleurs, je le dis aussi haut et fort. Aujourd'hui, je m'intéresse, je compte investir à l'étranger pour me diversifier sur mes investissements. Je n'arrive pas à trouver les mêmes rentabilités dans d'autres pays. Et pourtant, je peux t'assurer que j'ai fait beaucoup de recherches, que je m'y connais très bien dans certains pays, à tous les niveaux. Mais j'ai pas les mêmes rentas. C'est pas possible. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'hier, je discutais avec une chanteuse que j'accompagne, une chanteuse de pop américaine. Que j'ai accompagné longtemps et je continue d'accompagner, qui est géniale. Elle s'appelle Richie, si vous voulez aller voir Richie The One, qui est une super chanteuse. Et en fait, elle me disait, putain Rémi, ouais, j'y arrive pas ici. Elle est à Cannes. Elle est à Cannes. Attends, tu vas voir le truc. J'y arrive pas ici, j'ai envie d'aller aux États-Unis, machin, pour tel truc. Je fais attends. 2 petites secondes. L'année dernière, je l'ai amené dans un événement qui s'appelle le Cannes Lions. Si vous ne connaissez pas, les Français ne connaissent pas, le monde entier connaît. Ah bon? Je connais pas. Oui. Vas-y, continue, je t'écoute. C'est incroyable. C'est les Oscars de la publicité et de l'innovation dans le monde. Ça fait 50 ans que ça existe. Les gens viennent gagner des statuettes, des lions en or. Ah putain, tous les plus grands sont venus. Bill Gates, Bill Clinton, Zuckerberg, ils sont tous là. Et donc, cette meuf, cette chanteuse, je l'amène avec moi. C'est là que j'ai rencontré pour la 3e fois consécutive Gary Vaynerchuk, un entrepreneur. Ah oui, c'est vrai que tu fais des vidéos avec Gary. C'est ce que j'allais te dire. Je regardais, je dis putain, mais il le connaît, c'est pas possible, il le voit chaque année, quoi. Bien sûr, je le connais. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je l'amène sur un yacht, le yacht de Teads, T-E-A-D-S. Ouais. C'est une entreprise montpelliéraine qui a 900 employés et qui est en train de mettre la branlée à Google et à Facebook dans le monde de la publicité. Personne n'en parle. Sauf que moi, j'ai les chiffres, et on les voit, les chiffres, on les voit. Si on se renseigne sur l'entreprise, on les voit. Et donc, on l'a amenée sur ce yacht. Elle a chanté sur ce yacht gratuitement. On a réussi à dealer, parce qu'en fait, le boss de Teads, Pierre Chapas, c'est un ami, on se connaît bien. D'ailleurs, je l'ai eu en émission aussi. Et du coup, c'était dingue. Elle a chanté et le public était complètement international. On était quasiment les seuls Français. Et en fait, je lui dis, mais est-ce que tu te rappelles de cet événement? Elle me fait oui. Je lui fais, t'as kiffé? On est d'accord? Elle fait oui. Je lui ai fait rencontrer John Legend. Je sais pas si tu te rends compte. John Legend, c'est juste une légende de la musique. On est d'accord? C'est incroyable. Ah oui, c'est sûr. Et ces gens-là viennent tous les ans à Cannes. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à prendre ton baluchon et aller aux États-Unis alors que les mecs viennent à toi? À Cannes, tu as le MIPIM, le plus grand salon de l'immobilier au monde. Tu as le MIPCOM, le plus grand salon de la communication au monde. Tu as le Festival de Cannes avec le marché du film, plus de 10 milliards d'euros échangés. Même les plus grands viennent vendre leurs films là-bas. La liste, elle est interminable. La liste d'événements internationaux à Cannes, elle est interminable. Et en plus, je lui dis, attends, tu vis à Cannes et tu as un appartement à Paris. Mais t'es sérieuse? Le monde vient dans ces 2 villes. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Après, si tu veux, je pense qu'il y a un phénomène où l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu as le besoin. Alors, il y a aussi, moi, quelque chose à laquelle je suis très sensible depuis quelques temps. Moi, j'ai pas mal déménagé dans ma région ces dernières années. Et je me rends compte que le déménagement, ça aide à certaines prises de conscience, tu vois. Et peut-être qu'après aussi, de te sortir de ton contexte, ça te permet aussi des fois de... Alors, sans remettre en cause ce que tu dis, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça pour comprendre soit ce qu'elles ont perdu, soit effectivement ce qu'elles ont à gagner ou ce qu'elles ont à changer, en fait. Mais tu as raison. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai habité 1 an à Londres, tu vois. Ah, t'as habité 1 an à Londres? Je savais pas, tu vois ça.
Ouais, quand je bossais pour eBay, j'ai habité 1 an à Londres et je suis vite rentré en France. Mais vite, 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 vite. Londres, c'est spécial. Bah, en fait, Londres, si tu veux, c'est une ville qui est absolument parfaite pour un touriste. Mais alors, quand il s'agit d'y vivre, il faut avoir les reins très, très, très solides. C'est-à-dire que quand les gens me disent que Paris c'est cher, je rigole. Je me marre. Non, mais ça, Je me marre. on parle même pas de ça. Je te donne un exemple. En 2012, moi je suis à Londres. En 2012, hein, c'est vieux, hein, tu vois. C'était les JO de 2012. C'était à cette époque-là que je bossais pour eBay là-bas. Je gérais la plateforme d'affiliation pour eBay en France, Italie et Espagne. Ah ouais. Avec une équipe. Ouais, non, c'était cool. On s'amusait bien. Écoute bien, le boulot était génial, la vie était horrible. Redis-le. Le boulot était génial, la vie était horrible. Non, Parfois, attends, je veux quand même le dire. Parfois, quand tu as de l'argent, c'est exactement comme ça que ça se passe. Parfois, c'est le malheur d'ailleurs. C'est pas tout le temps le cas, mais des fois, ton boulot est génial, mais ta vie est horrible. Et tu as de l'argent, c'est con. Vas-y, continue. Ouais. Ben, je vais t'expliquer un truc. À Londres, moi, j'y suis allé parce que je voulais travailler dans un pays étranger et travailler dans un pays anglo-saxon. Et à la base, je voulais aller à New York. New York, c'est compliqué parce qu'il fallait la carte verte. Tu connais l'histoire, pour travailler là-bas, c'est pas la même. C'est chaud. Ouais. Mais non, Furak, j'ai pas détruit ton rêve, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Si tu peux aller à Londres, vas-y, mais pour une expérience, tu verras que tu rentreras. Fais-moi confiance. D'ailleurs, même les Anglais qui vont s'installer à Londres, la première chose qu'ils me disent, c'est je prends le cash et je me casse dès que je peux. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu trouves le boulot à eBay, là-bas, où je trouve le boulot à eBay, j'ai une putain de paye. Mais quand je te dis une putain de paye, c'est une putain de paye. D'accord ? À l'époque, j'étais encore salarié, quoi. Enfin, on m'avait proposé cette offre, moi je voulais la faire, donc j'étais prêt à redevenir salarié, pas de souci. Donc je l'ai fait, j'ai accepté. Putain de paye. Sauf qu'au moment où tu fais ta recherche de logement, Londres c'est par zone. T'as des zones concentriques. Zone 1, zone 2, zone 3, de plus en plus grande. Il faut savoir que Londres, en superficie, c'est 17 fois plus grand que Paris. Je sais pas si tu te rends compte du truc. C'est immense. Et donc, au début, moi je vais dans la zone 1. Je me dis, je vais essayer de me rapprocher de mon boulot, tu vois, c'est normal. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Ouais, pour ceux qui connaissent Oxford Circus ou Piccadilly Circus, voilà. C'est vraiment l'hypercentre de Londres. Et un jour, je me rappellerai toute ma vie, je vais dans une agence immobilière, je vois des tarifs, je fais putain ouais c'est cher mais quand même ça le fait et tout, bon je vais essayer de voir et tout, je vais essayer de négocier. Je rentre, et la femme je discute avec elle avec mon anglais qui était encore catastrophique à l'époque, je discute, ça c'est pas un blocage, hein. Si vous voulez travailler à Londres, si vous verrez que finalement ce qu'on vous a appris à l'école en France c'est pas si mal. Donc tu parles avec elle et tout. Et je lui dis, ouais, mais là, quand même, alors je sais plus, je crois que c'était 2000 balles, ouais, 2000 balles par mois, quand même, ça me fait quand même une grosse somme. Elle me regarde, elle fait, non, c'est pas par semaine. C'est pas par mois, c'est par semaine. Je sais, je connaissais. Ah ouais, non, mais c'est où? Et encore, c'est pas la ville la plus chère du monde, hein. Non, il y a pire. Il y a pire, hein. Il faut quand même. C'est pour ça que les Français se rendent pas compte en fait. Moi, Londres aussi, je connais. Alors moi, je connaissais pas. J'ai regardé où c'était là vite fait parce que moi, c'était pas ce coin-là que je connais de Londres en fait. Et mais bon, bref, peu importe. Mais ouais, c'est très cher. Ouais, tu m'étonnes. Et attends, je te parle d'un studio. Oui. Non mais c'est. À 8000 livres. C'est hors de prix. Livres, pas 8000 euros. Hein. 8000 livres. Hors de prix. C'est vrai que c'est hors de prix. Je te parle d'un clapier, c'est-à-dire vraiment un clapier comme à Paris, les 10-12 mètres carrés, quoi. C'est une merde, quoi. Un truc sans. Bon, j'ai dit ok, bon, c'est pas possible la zone 1, je suis allé en zone 2. Zone 2, il faut bien comprendre un truc, c'est que le matin, quand tu prends ton métro le matin, quand j'entends les Parisiens se plaindre aussi, là, hein, on entend les Parisiens se plaindre. Les Londoniens envient les Parisiens, c'est ça qui est drôle, et les Parisiens envient les Londoniens, enfin, c'est incroyable, c'est complètement débile. Bref, en zone 2, t'es minimum à 45 minutes, 1 heure du boulot déjà, le matin et le soir. Je parle pas en semaine ou le week-end, hein, je parle quand tu es aux heures de bureau. Et t'as pas le choix quand tu bosses pour ces boîtes-là. Ok. J'ai pas pu en zone 2 non plus, trop cher. Donc je suis allé en début de zone 3, à Tooting-Bec pour ceux qui connaissent. Moi je connais pas, je regarde au fur et à mesure, je connais pas ce coin-là non plus. Tooting-Bec, c'est un quartier, c'est un mélange entre un quartier indien et pas loin d'un quartier un petit peu français aussi. Bref, d'ailleurs, il y avait 2-3 magasins français. C'est ce qui m'a fait un déclic. Au moment où je suis allé visiter l'appartement, je me suis dit, il y a un truc bizarre là. Il y a trop de France là. C'est peut-être pour moi. Ouais, c'est pour ça que tu t'y es installé. Ouais, non, en fait, c'est surtout parce que j'avais pas le choix. Si tu veux, à chaque fois que tu fais une recherche d'appartement à Londres, quand tu arrives pour te présenter
dans l'appartement, même en zone 3, tu as une queue de 20 personnes, si tu veux. Voilà. Donc en fait, tu n'as pas tellement le choix en réalité. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais elle m'a quand même choisi, la meuf. C'est-à-dire qu'elle m'a posé plein de questions. Elle a été très dure d'ailleurs. Elle me dit, vous dites que vous venez avec votre femme, mais elle est où? Je dis, bah écoutez, ma femme, pour l'instant, elle est encore en France, elle travaille, elle va pas me rejoindre tout de suite. Elle me fait, mais si elle vient pas, je vous loue pas l'appartement. Je fais, oulalalala. Elle me dit, non, moi j'ai eu trop de problèmes, machin. Elle commence à rentrer. J'ai dû lui montrer des photos de ma femme, son site web et tout. J'ai dû lui rentrer dans sa vie privée, limite, quoi, pour lui montrer que c'était vrai. Ah ouais, c'était chaud, quoi. Elle m'a fait payer en espèces. Ah et oui. ouais. Et pourquoi? Et tu sais que c'est légal là-bas. Le premier loyer, tu peux le payer en espèces et c'est légal. Et j'ai reçu un mail après qui me disait, c'est bon, on a bien validé votre paiement. Non, mais c'est un monde à part. C'est un monde à part, Londres. Hein. Bon, moi, c'est vrai que moi, j'y ai pas habité. On est allé nous pour des raisons personnelles. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que je confirme, c'est un autre monde. Après, quand j'étais petit, j'y allais chaque année, en fait. Donc bon, bref. Mais moi, j'adore Londres. C'est une autre histoire. Je vais pas parler de ça ici. Mais par contre, vivre là-bas, et tu vois, là, finalement, j'ai payé 900 livres par mois et j'étais à 1h15 du boulot. Ouais, c'était pas le rêve, quoi. Alors, on va revenir sur le monde des startups tout à l'heure. Alors, je veux pas, comment dire, The Family, on va en toucher juste un mot. Ça a pris une grosse place dans le monde de la startup. Toi, tu vois ça comment? C'était un phénomène qui devait arriver sans parler de The Family, tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'il y ait un acteur comme ça qui se passe en première ligne, tu vois. C'est un phénomène qui devait arriver ou c'est vraiment le groupe qui s'est monté comme ça qui fait que ça fonctionne de cette façon? C'est intéressant comme question. The Family, moi je suis ni pour ni contre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup The Family. J'ai interviewé plusieurs fois Alice Zagouri, qui est la boss de The Family, parce que tout le monde parle d'Oussama, mais en réalité, si on regarde, c'est elle la boss. J'aime beaucoup ce qu'ils font. En fait, moi j'aime beaucoup parce que, voilà, tiens, on va revenir sur un sujet très intéressant. Ce que tu viens de dire, c'est passionnant parce que les gens disent The Family c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur le marché français, mais pas du tout, pas du tout. Ah non, c'est un des acteurs. C'est un des acteurs qui s'est mis en avant, qui aujourd'hui a la meilleure com, mais c'était obligé que ça arrive. Il y avait plein d'autres acteurs avant eux. Et puis, en France, je me permets de prendre le lead un peu. Moi, je connais un peu le monde de la start-up. En France, on est aussi, on le sait pas, mais toutes les villes sont claffies de petits organismes indépendants qui sont souvent des refinancements d'État qui permettent de faire évoluer les startups. C'était encore un boulevard entrepreneurial pour celui qui allait se lancer dans le domaine parce qu'aujourd'hui, moi, c'était ma vision que j'avais. Tu dois avoir à peu près, à mon avis, 70% en fait, de ces sociétés qui sont des financements d'État en fait. Donc, les 30% de privé. Aujourd'hui, pour donner une image à tous ceux qui nous écoutent, il faut savoir que, par exemple, il y a une vidéo web en France d'une mairie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une seule mairie en France qui a sa chaîne. Non, même pas. Ils refusent d'avoir leur chaîne YouTube. Ils ont une web TV, en fait. Il y a une seule mairie de France qui le fait. Après, tu as des web TV indépendantes en France. Mais ce que je veux dire, c'est que un privé qui osait un peu se mettre en avant, il avait un boulevard pour prendre la place de The Family. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au passage, j'en profite pour le dire, il y a de la place pour d'autres acteurs, en fait. Il est le seul à se mettre en face, mais il y a un boulevard, il pourrait y en avoir 5 ou 6, quoi, en fait. À ton avis, pourquoi je suis là? Je te le souhaite, hein. C'est vraiment pas... Non, mais attention, je vais être honnête. Hein. J'adore Oussama, j'adore The Family, j'adore Alice. Donc, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est des très bons dans ce qu'ils font. Mais j'adore l'autre côté aussi. Et l'autre côté, on en parle moins. Moi, j'aime dire qu'il y a The Family d'un côté et il y a Michel de Guillermier de l'autre. Je le connais pas. Ouais, mais tu vois, voilà, tu le connais pas, c'est normal. Mais en fait, ceux qui sont vraiment dans le sujet le connaissent très bien. Bien sûr, il y en a d'autres. Attention, hein, je suis pas en train de... Mais c'est juste pour montrer qu'il y a deux visions opposées. Et ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que Michel de Guillermier, lui... Et j'adore les deux. C'est ça qui m'énerve, c'est que j'aimerais bien que les deux discutent et ils veulent pas discuter parce qu'ils s'entendent pas. Tu vois, ouais. Ils se détestent. Mais pourtant, les deux ont raison. C'est ça qui m'énerve. Michel de Guillermier, j'adore. Ami aussi. On peut pas ami, mais bonne connaissance, comme Oussama et Alice. Lui, il dit une entreprise, premier jour, il faut qu'elle fasse du chiffre d'affaires. Rentable. La partie rentable. Donc lui, il a une vision entrepreneuriale à l'ancienne, y compris du monde des startups. Et il a raison, d'accord ? Sur certaines entreprises. Et de l'autre côté, tu as effectivement la méthode de Family qui est de dire ce qui compte, c'est l'hypercroissance. C'est grossir le plus vite possible, quel que soit l'argent qu'on va dépenser pour y arriver, pour prendre des marchés monumentaux. Et ensuite, on verra comment on finance le truc, comment on gagne vraiment de l'argent.
Et c'est marrant parce que c'est exactement la même guerre qu'il y a aux États-Unis. Tu as des gens qui sont uniquement hyper growth, qui pensent qu'à la growth. C'est des gens qui vont conseiller Snapchat, c'est des gens qui vont conseiller Instagram, c'est des gens qui vont conseiller ces boîtes-là. Et puis t'en as d'autres qui sont à l'opposé de ça et qui vont conseiller des entreprises peut-être comme Tesla, peut-être comme voilà, tu le vois bien. Tesla, c'est la guerre. Attends, Tesla, il faut que ça soit rentable parce qu'il y a des gens derrière qui ont mis beaucoup de milliards à une boîte. Ah oui. Et donc, bah, tu as cette guerre-là. Et bah, c'est la même chose en fait. On a exactement la même discussion ici. Et pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui a tort ou quelqu'un qui a raison. En réalité, ça dépend. Ça dépend. Si toi, tu veux créer une startup qui va devenir mondiale dès le premier mois, t'as pas le choix en réalité. Il faut que tu ailles lever de l'argent. Il faut que tu penses à l'hypergrowth. Si par contre, tu veux créer une boîte qui dans 50 ans sera encore là, ah là, c'est peut-être une autre méthode qu'il faut utiliser. Celle de Michel de Guillermier est bien plus efficace pour ça. Alors ça va me faire ma transition parfaite, parce que bon, tu sais, pendant le Covid, j'ai un peu incité tout le monde à faire quelque chose de constructif. C'est aussi pour ça que je fais venir des invités variés. Au passage, je le rappelle, j'ai fini mon livre, les gars. Je vous le dis, le troisième là, il est fini. Hein. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire une start-up? Ça dépend de la définition. Ah non, mais là c'est bon, on a tourné autour du pot, on a vu le pot sous tous les angles, on s'en fout de la définition. Est-ce que tu penses que, par exemple, bon, ici on a beaucoup d'investisseurs, mais je te poserai l'autre question après, tu la vois venir de toute façon. Pour moi, tout le monde peut lancer une start-up, mais tout le monde ne peut pas réussir dans ce domaine, c'est impossible. D'accord. Impossible. Voilà, c'est-à-dire que, je vais être honnête, le niveau d'implication qu'il faut avoir, le niveau de folie qu'il faut avoir pour être capable de mettre littéralement sa vie de côté pendant des mois, des années, subir des choses qui sont très difficiles psychologiquement à subir, c'est clairement pas pour tout le monde. On va pas se mentir, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Par contre, tout le monde peut essayer, ça c'est vrai. Je suis tout à fait vrai. Aujourd'hui, créer une startup, ça coûte que dalle. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de tester et de voir ce qui se passe? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu peux très bien créer une startup et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, quelqu'un t'appelle et te dit non mais écoute ton truc tu vas pas le créer, c'est moi qui vais l'acheter et combien ça coûte. Voilà, ça arrive. Alors Mathéus il dit il faut être un gros bosseur. Oui bien sûr mais pas forcément en fait, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui soit un gros bosseur, ça c'est sûr. faut que tu fasses travailler quelqu'un quoi. Non mais c'est vrai, tu sais dans toutes les équipes, que ce soit des équipes entrepreneuriales ou dans tout type de projet, il faut des leaders, il faut des gens qui font. Il faut des gens qui mettent les mains dans le cambouis, il faut des gens qui lead. Ouais, c'est vrai, c'est la vérité. Et ceux qui lead, on dit qu'ils font rien, en fait, c'est pas vrai. Ils font beaucoup de choses, mais ils font pas ce que tu as l'impression qu'ils font. Je sais pas comment expliquer, on a l'impression qu'ils travaillent pas, mais en fait, ils travaillent. Bah, disons qu'après, le problème, si tu veux, alors là, on va pas rentrer dans ce débat parce que ça va durer des heures. Le problème, c'est la définition qu'on a chacun du travail. Moi, il y a quelques temps en arrière, j'étais dans un bar et j'entendais des mecs, on était à une soirée et à l'autre bout du comptoir, là, j'entendais des mecs qui parlaient et ils ne prenaient en compte, ils ne donnaient de la valeur qu'au travail de la sueur du front. Mais si tu y vas par là, en fait, ça peut pas fonctionner. Voilà, c'est-à-dire qu'après, ça, c'est des croyances personnelles et malheureusement, bon voilà, je pense qu'on n'est pas des psys, donc on vous laissera aller en voir un si vous avez envie, même si moi, je ne suis pas de ceux qui croient que ça marche. Bon, bref. Est-ce que tu penses que tout le monde peut investir dans une startup? Parce qu'ici, tu as plein d'investisseurs. On est, je veux dire, dans la logique, tu es sur une chaîne de mecs qui ont de l'argent à mettre dans des projets rentables. Alors, est-ce que tu penses que là, voilà, parmi les gens qui sont avec moi, qui me suivent, qui sont au départ des investisseurs immobiliers, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils peuvent comme ça à blanc investir sans rien y comprendre, ou est-ce qu'il faut quand même mieux y comprendre un peu quelque chose? Bref, est-ce que tout le monde peut investir dans une startup? Tu as la réponse avec tout ce qu'on a dit, hein. Je pense pas. Après, si tu as de l'argent à perdre, vas-y, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Voilà, comme pour tout. Non, mais de toute façon, investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas, enfin, moi, je trouve ça complètement absurde à tous les niveaux, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, dans les cryptos. Tu sais, pendant 1 an, j'ai tenu une émission, un podcast sur le Bitcoin il y a 3 ans et demi, au début, bien avant la très grosse montée et la très grosse descente et maintenant la stabilisation. D'ailleurs, on nous avait dit que ça coûterait rien, ça m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, on en reparlera un jour plus tard. Si redis-moi ça, attends, on va en reparler tout de suite parce que là, le Bitcoin, moi, c'est un sujet, on va en parler. Je savais même pas que tu avais fait ça parce que. Attends, on n'est plus dans les startups là, merde. Non, mais bon, vas-y, on va en parler. Vas-y, viens-en au point, après on passera à la suite. Ok.
Ouais, donc pour revenir sur les startups, si tu veux, le truc, c'est comme pour tous les véhicules financiers, pour tous ceux sur quoi tu vas investir, ne pas connaître, c'est suicidaire. On va pas se mentir. Moi, je ne conseillerais à personne d'investir dans une boîte aujourd'hui sans connaître un minimum le monde dans lequel il vit. Pas forcément le monde des startups, mais connaître l'entreprise dans laquelle il va investir. Moi, si tu veux, quand j'investis dans les startups, et je le fais régulièrement, je passe par des plateformes qui ont déjà pré-mâché le travail pour moi. WeSeed, Anaxago, il y en a plusieurs. On va en parler. Je voulais qu'on en parle de ça. On va en parler, ça va être intéressant aussi. D'accord. Ça me permet, alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils font le travail toujours parfait, hein. Des fois il y a des erreurs aussi. De toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, même un mec comme Jean de la Roche-Brochard, qui est un expert absolu, fait beaucoup d'erreurs, donc on fera tous des erreurs. Par contre, effectivement, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est si vous connaissez quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup et qui a besoin d'un peu d'argent pour démarrer, etc., et que vous croyez en lui, en son projet, oui, investissez. Ah mais... Parce que vous avez de l'argent à perdre, encore une fois. Alors, je vais teaser, mais parce que moi, je fais des émissions analyse. Tu sais, j'ai un podcast qui marche bien et j'analyse en fait des émissions diverses et variées. Et il y a une prochaine émission qui va être sur je veux devenir mon associé. Là, elle est prête, il faut que je m'en occupe, j'ai pas eu le temps de le faire. Et franchement, j'étais énervé quand je voyais cette émission parce que d'abord, premièrement, 99% de l'argent qui a été débloqué, j'avais les fonds pour le faire. Et honnêtement, il y a 50% des entrepreneurs où j'aurais investi. Franchement, j'étais devant la télé, il y en a 2-3. Et notamment, je tiens à le dire publiquement. Je vais le dire publiquement parce que je veux vraiment la faire cette émission dans mon podcast. Moi, pour ma part, moins de 10%. Hein, mais c'est pour te dire. Ah ouais? Mais écoute, je revois encore les deux jeunes qui sont arrivés avec leur scooter, avec la société de masques. Et je me repasse ce scénario en boucle là, tu vois. Il est en boucle dans ma tête et je me dis, what the fuck? Putain! Vous pouvez pas prévoir. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Le truc est énorme. C'est les mecs qui ont vu l'émission. J'ai trop hâte de le faire ce podcast. J'ai pas le temps en ce moment, mais vraiment, c'est un enchaînement de choses, d'éléments imprévisibles qui montrent toute la beauté de ce que peut être un investissement, quoi. Bon bah attends, je vais la créer cette vidéo. Ah, je t'inquiète pas, je suis pas inquiet, mais mes analyses, tu pourras pas les refaire. Attention, me prends pas. Mais bon, voilà. Différemment, mais je ferai aussi. Ah, mais voilà, mais donc il y aura deux versions, mais ça sera pas la même. C'est normal, chacun. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est vrai que ça m'a fait me rendre compte que c'était possible parce qu'il y avait des montants demandés. Et franchement, la petite nana avec les cartes de visite, avec les graines, elle demandait 29 000 balles. Mais je veux dire, son truc, il tournait déjà. Vas-y, prends-les, quoi. Ça peut que marcher, ton truc, quoi. Pour moi, c'était. Après, il faut faire attention parce que moi, j'avais accédé à des données intéressantes qui avaient été publiées par un journaliste, je sais plus lequel, sur l'émission Shark Tank, justement la version américaine de cette émission, où eux, ils ont plus de recul parce que, évidemment, ça fait 10 ans que l'émission est là-bas. Et ils expliquaient qu'en fait, déjà, beaucoup d'entrepreneurs mentaient pendant leur pitch. Parfois sur les chiffres, parfois machin, etc. Enfin, c'est pas qu'ils mentaient, mais ils amélioraient la réalité, tu vois. Et quand ils allaient un peu plus profond, il y a des investissements qui finalement ne se sont pas faits, alors qu'ils avaient été négociés en direct. Faut le savoir. Ils ne se sont pas faits parce qu'après, quand tu regardes les chiffres, tu fais attends, tu te fous de ma gueule, c'est pas du tout ce que tu avais dit. Enfin voilà, à un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Mais c'est arrivé aussi dans l'émission de M6. Hein. Bien sûr. T'as eu notamment d'ailleurs les deux avec les masques où finalement ça s'est pas fait. Hein. Exactement. Ensuite, il y a ce qu'ils ont noté aussi comme info intéressante, c'est que surtout, je sais plus combien ils ont fait effet d'investissement dans le truc, parce que bon, voilà, il y a que des moguls aussi, il y a que des Simoncini dans la version américaine. Hein. Enfin, remarque, remarque, non, j'ai rien dit. La version française est très haut de gamme aussi, mais voilà, c'est des lourds, quoi. Les mecs investissent du gros cash, et en fait. C'était fou parce qu'ils disaient que déjà, il y a des boîtes dans lesquelles ils avaient investi, finalement ça n'avait pas marché, alors qu'il y avait la pub derrière, il y avait tout. Il y a eu des cas, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Et il y a eu aussi quelques cas, effectivement, où même ces investisseurs incroyablement formés, qui investissent depuis des années dans des boîtes, et on peut pas leur dire que ces mecs n'y connaissent rien, ce serait de la connerie. Ils sont passés à côté, quoi. Voilà, il y a des boîtes qui passent à côté. C'est parce qu'il y a trop de paramètres. En fait, il y a des paramètres qui sont, si tu veux, comment dire. C'est pour ça que moi j'aurais investi que dans moins de 10% de celles que j'ai vues sur M6 parce que pour moi il y a trop de paramètres qui manquaient, quoi. C'était la meuf, t'es prêt dans tes trucs, ouais, ok, c'est cool. Enfin, j'ai déjà vu ça 20 fois, tu vois. Alors, après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, moi en immobilier, là, je vais faire un parallèle avec les gens qui nous écoutent. Moi, j'ai l'habitude de monter des projets, de les porter. En fait, tu vois, ce qui est bien et frustrant aussi dans l'immobilier, c'est qu'un projet, en fait, tu le montes et puis quand tu l'as terminé, finalement, il tourne.
et c'est terminé. C'est-à-dire que tu dois passer à un nouveau projet. Donc en permanence, c'est un espèce de cycle infernal qui s'arrête jamais en fait. Ça tourne en permanence. Et en plus, là où c'est un petit peu vicieux en France, c'est qu'avec la fiscalité, vaut mieux pas t'arrêter parce que si tu t'arrêtes, tu meurs. Donc fiscalement, je parle. Donc tu es obligé de pédaler quoi. Non mais c'est pas grave. Moi, la règle du jeu, je la connais, donc je joue avec, y a pas de souci. Mais ce que je veux te dire, c'est que en immobilier, en tout cas, on a cette espèce d'obligation qui est de à chaque fois remonter un nouveau projet, remettre tout en question ce qu'on sait. Donc, si tu veux, c'est vrai que moi j'ai cette tendance à avoir l'investissement facile. Tu vois, je vais même dire un truc que j'ai mis dans mon bouquin et qu'on m'a déjà reproché. Moi, je peux dépenser beaucoup d'argent dans l'investissement et beaucoup moins dans ma vie perso parce que c'est mon mode de fonctionnement et j'ai l'investissement facile en fait. Quand j'y crois, j'y vais. Bah écoute, si tu veux, moi j'ai un business plan pour MSB, ça t'intéresse? Ah non, mais moi, écoute, moi il faut pas m'inviter. Tu vois, ils invitent un mec comme moi dans une émission comme ça là. Moi j'aurais souvent sorti, ouais, franchement. Peut-être. Après voilà, c'est présomptueux de ma part parce que tu le sais aussi bien que moi. Il y a ce qu'on voit et l'image renvoie à une chose qui est très différente de la réalité. Et après, malheureusement, il manque pour que je puisse réellement te dire que mes propos soient que ce soit la réalité complète. Il faudrait vraiment que je le vive en fait, parce qu'après. Faut savoir que le pitch en réalité, il dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Hein, ouais, voilà. Donc si tu veux, on rentre vraiment dans le détail et les détails on les voit pas et ça se trouve les détails ils sont beaucoup moins beaux que la réalité qu'on montre à l'écran. Donc c'est très bien qu'on ait ce genre d'émission en France. Moi ça fait des années que je me bats pour qu'on ait un Shark Tank français. Je suis content qu'ils l'aient fait. J'espère qu'ils vont continuer. C'est vraiment une super idée et ça montre qu'on peut faire des choses et je suis assez content du retour des gens. C'est-à-dire que j'avais un peu peur que, tu sais, on dit toujours les Français sont contre l'argent, blablabla, bullshit, etc. En réalité c'est de la connerie. C'est juste qu'il faut présenter les choses différemment. Il faut arrêter de montrer des billets. Voilà, ouais, et puis ça moi aussi je lutte un peu contre ça parce que les Américains en réalité ils ont les mêmes problèmes que nous avec le fric, pas au même endroit parce que si tu veux, voilà, eux c'est à certains points c'est plus décomplexé que d'autres et il y a on va dire aux États-Unis. Ils ont des problèmes avec le sexe aussi. Tu vois, oui, voilà, c'est ça, ils ont des problèmes aussi avec le sexe, mais bon nous aussi, excuse-moi, mais bon, je pense qu'on a tous les mêmes problèmes. Juste aux États-Unis, le système de manière, en tout cas financier, est moins opaque, voilà. Et pas dans le sens, je dis pas ça dans le sens illégal du terme. Je dis juste, tu vois, par exemple, aux États-Unis, on a accès aux données financières des gens. En France, non. Et cette opacité, parce que chez nous, on estime que c'est de la donnée privée, ben pour moi, je trouve que ça rend un petit peu plus. Enfin, ça crée autour de l'argent une zone de mystère qui est un peu moins aux États-Unis, mais ils ont les mêmes problèmes. Hein. Il y a des Américains qui ont des problèmes avec les gens qui gagnent de l'argent de la même façon qu'il y a des Français qui ont des problèmes avec les gens qui gagnent de l'argent. Évidemment. Ça, c'est. Bon, il y a pas mal de questions, j'ai vu, hein, je sais pas si t'en prends. Ouais, on va les prendre. Attends, on va les prendre. Allez, on va les prendre parce que c'est vrai que moi j'aime bien discuter avant de. On va les prendre. Rémi, est-ce que pour toi, en scalant et visant l'hypercroissance, on ne perd pas en qualité? Non, pas forcément. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Scaler son business, ça veut dire que t'as trouvé quelque chose et tu veux le faire développer très vite. Tu veux que ça accélère très fort. Donc probablement que tu vas mettre les équipes en place, que tu vas mettre les outils d'automatisation dont tu as besoin. Non, je pense que c'est pas lié. C'est pas lié. Cette notion de qualité, elle est assez subjective en réalité. Je comprends, en France, c'est vrai qu'on a envie des beaux projets, des beaux trucs et tout, et je suis tout à fait d'accord, et c'est une de nos forces, un peu avec les Suisses aussi qui ont ça, qui aiment bien les belles choses, mais c'est très bien. Mais après, voilà, il y a aussi l'efficacité. Donc non, scaler, ça ne veut pas forcément dire que tu diminues en qualité, mais ça peut arriver, effectivement. Alors, il y a Furax qui fait une remarque à laquelle moi j'ai envie de réagir. Il dit, je pense qu'il faut déjà avoir porté ses projets au top pour avoir une vision sur le projet des autres. Je pense aussi que c'est une question d'argent en fait. Je pense que tu commences à avoir une vision sur le projet des autres quand financièrement tu n'as plus à te soucier de tes projets à toi. C'est con, mais malheureusement l'argent, quand tu commences à en avoir et que tu peux t'en détacher un peu, c'est là où tu arrives à penser différemment à une plus grande échelle, quoi. C'est vrai. C'est vrai, puis tu peux très vite, tu sais, quand tu commences à avoir de l'argent, du coup, effectivement, comme tu dis, tu te poses plus cette question-là. Tu vas trouver, dans les gens que tu rencontres, etc., tu vas trouver des opportunités. Tu vas dire, putain, mais celui-là, il fait un truc, c'est génial, j'ai trop envie d'en être. C'est vrai. Et tu te dis, bah, si je lui mets un peu d'argent dedans, bah, j'en suis, en fait. Facilement, j'ai même pas besoin de bosser. Je fais bosser mon argent pour moi. Et ça, c'est puissant, tu vois, tout à l'heure, on parlait d'investir dans les startups. C'est plus comme ça qu'il faudrait faire. Si tu connais rien, déjà, forme-toi, ça c'est la base évidemment, comme dans tout sujet. Hein. Et après, pourquoi pas investir dans des projets en lesquels tu crois. Je te donne un exemple tout bête. On est dans un monde qui va vers le véganisme. Que tu sois d'accord ou non, c'est pas la question. Là, vraiment, je parle pas de, on n'est pas du tout dans la religion et tout, je m'en fous. Hein.
Parce qu'il y a une religion autour du véganisme. Hein. Oui, non, mais toi. Alors attends, je reformule, parce que moi, le véganisme, pour moi, c'est un problème de riche. Hein. C'est quand t'as pas faim que tu regardes ce que tu manges. Non, Hein. et après tu prends ta. Le véganisme. Donc il y a un potentiel. Non, ce que je veux te dire, c'est pas dans le sens qu'on va devenir vegan. C'est que dans le sens qu'il y a une partie du monde qui va le devenir. Et elle est de plus en plus grande. On la voit évoluer. Oui, mais je suis d'accord. Donc, en fait, ce marché-là, ce marché du véganisme, c'est sûr qu'il va marcher d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de clients sur ce marché. Ça, c'est une trend, elle est obligatoire. Je veux dire, à moins qu'il y ait un cataclysme, on est sûr qu'on y va. Donc, si toi, tu arrives à identifier, et j'en connais, des boîtes qui font de la fausse viande, font ce qu'on appelle la fausse viande. C'est-à-dire, c'est de la viande, on dirait que c'est de la viande, sauf que ça n'en est pas. Ça a le goût de la viande, mais ce n'est pas de la viande. Et attention, il y a des mecs qui ont réussi. Oui, je sais, tu fais cette tête. Mais tu sais, moi, je suis un très gros mangeur de viande à l'origine, et je n'en mange plus. Oh là là, cette émission dérape. Attends, pendant 35 ans, j'ai mangé de la rosette tous les jours. Voilà, c'est pour te donner une idée. Ah ouais. Et en fait, mais moi, je suis pas vegan. J'ai juste arrêté la viande, c'est tout. Et en fait, pour différentes raisons. Et en fait, si tu veux, ce marché-là, il existe, il va grossir potentiellement de plus en plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vu des boîtes, il y a plusieurs types de boîtes. Il y a des boîtes qui ont créé de la fausse viande, donc elle a le goût de la viande, elle a enfin, t'as vraiment l'impression, en fait, ça trompe même des viandards. C'est ça qui est dingue. Ils ont fait des burgers, en fait, où t'avais la vraie viande et la viande fausse. Ils les ont mis, tu sais, à l'aveugle, ils leur ont fait goûter et ils n'ont pas trouvé la différence. C'est un truc de fou. Bon, bref. Et donc, tu as deux personnes, tu as ceux qui font la fausse viande à partir de soja, de mélange de soja, je sais pas comment ils font, hein, c'est un truc de plante. Et tu as ceux qui ont choisi autre chose, qui font de la reproduction cellulaire de cellules de viande. C'est un truc de malade. Les mecs, ils prennent des épuisettes. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Moi non plus, j'aime trop la bouffe. Hein. C'est compliqué pour moi. Écoute-moi, laisse-moi finir. Moi, j'aime pas la bouffe. Tu me connais mal. Ils ont réussi à créer, écoute-moi, en laboratoire, ils prennent un morceau de viande, ils le posent comme ça, et ils arrivent à le faire se développer. Il grossit. Je sais, c'est dingue, c'est horrible. Mais la question n'est pas là. Est-ce que c'est une start-up, Rémi? Est-ce que c'est une start-up? Oui, c'est une start-up. C'est une start-up. Les deux sont des Oh putain, je suis pas prêt. Et il y en a une qui vient de signer avec McDonald's. Oh putain, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Bientôt cette viande. Je vais vite aller au McDo. Avant que ma fille me dise, papa, tu manges encore de la viande. Ceux qui font de la viande, la fausse viande à partir de plantes, a été testé par McDo. Ils ont kiffé et ils ont mis des billes dedans. Donc ça va arriver. Ça va arriver, ouais. Et tu vois, voilà, cet exemple-là. Tu sais pas quelle entreprise va réussir pour l'instant. Tu sais pas laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Là, je t'en ai cité que 2, mais il y en a 100 dans ce domaine-là qui vont se battre pour gagner le marché. Mais par contre, effectivement, si tu as les moyens d'investir dans celles qui viennent signer avec McDo, bon, bah, tu as des chances quand même que ça se passe pas trop mal. Après, il faut faire attention au timing. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Bon, écoute, on va pas reparler de ça. Allons à une autre question. Est-ce qu'une startup doit forcément scaler? Non, on l'a dit tout à l'heure, pas forcément. Bon. C'est un choix. C'est un choix. Est-ce que tu penses... Moi, je vais quand même creuser un peu la question. Pour moi, il y a quand même une nécessité, tu sais, de baisse des coûts. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, que tu scales pas, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas une obligation. Mais j'avais trouvé très intéressant des personnes qui disaient que... le truc de café, là. Je fais une émission sur un des associés, là. Starbucks. Ouais. Il y avait quelqu'un qui disait que Starbucks pouvait être considéré comme une startup parce que le coût d'un Starbucks diminue à chaque ouverture d'un nouveau Starbucks. Et donc, je pense que ça peut être aussi un indicateur, non, peut-être? Starbucks, c'était une startup au départ, hein, clairement, je pense, parce qu'elle avait un modèle. Alors, encore une fois, ça va dépendre de la définition, parce que dès le premier jour, il pouvait être rentable, en fait. Mais bon, imaginons. C'était en tout cas une startup dans le concept, dans la façon de présenter les choses, dans la façon de vouloir scaler très rapidement un business. Donc oui. Après, Starbucks, oui, réduction des coûts, bien sûr, mais ça dépend des business. Là tu veux réduire les coûts parce qu'effectivement, tu n'as pas le choix. Dans le cas d'un Starbucks, enfin, tu as toujours le choix, mais c'est quand même compliqué parce que tu veux très vite dominer le monde, tu veux très vite être dans tous les pays en même temps. Donc, il faut que tu trouves des moyens, effectivement, pour réduire les coûts, je pense. Mais est-ce que tout le monde a envie d'envahir le monde de cette manière-là? C'est la question, en fait. La question, elle est là. Pas forcément. Et si tu as envie de l'envahir, est-ce que tu as besoin de locaux pour envahir? Pas forcément. Tu as plein de boîtes qui n'ont pas de locaux et donc pas besoin de faire d'économie d'échelle à ce niveau-là pour être très rentable.
Après, tu peux me dire, oui, mais regarde, Airbnb, bon, bah, ils ont des serveurs à payer, bien sûr. Mais bon, les serveurs, tu sais, la scalabilité d'un serveur, elle est facile. Hein. Plus tu grossis, moins ça coûte cher. Hein. Ah Donc, non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça coûte cher. Alors attends, je vois s'il y a d'autres questions. Alors moi, c'est excellent ce qu'il a mis. Moi, une startup qui réalise des souches de cellules béton qui grossissent, je prends. T'achètes un immeuble de 2 étages et pour le même prix, t'as 4 étages. Ouais, c'est pas tout de suite que ça va arriver, mais oui, c'est une bonne idée. C'est pas. Non, c'est vrai. Il y a eu tu sais que il y a eu t'as vu les imprimantes 3D là, ils ont construit des baraques avec ça. Bien sûr. T'en penses quoi, toi, tiens, des imprimantes 3D? Pardon? Les imprimantes 3D, t'en penses quoi? Les imprimantes 3D, c'est une révolution totale, c'est-à-dire qu'on va bientôt avoir chacun, c'est pas encore le cas, je pensais que ça allait arriver plus vite que ça, c'est encore trop cher, c'est encore trop compliqué, mais le jour où ça va être le prix d'une vraie imprimante, et ça arrivera, et le prix d'une cartouche d'encre, et la facilité, c'est-à-dire d'avoir des fichiers, pouvoir les imprimer, tout le monde potentiellement pourra avoir une mini-usine chez lui et fabriquer ses propres je ne sais quoi. Donc, si tu veux, c'est assez évident que ça va fonctionner. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ça devrait fonctionner, à moins qu'il y ait encore une fois un cataclysme. Je te donne un autre exemple tout simple. Il y a plein d'objets, des fois, dans ta vie, tu te dis, putain, je suis obligé d'aller l'acheter parce que bah, je ne l'ai pas. Sauf que si tu peux le fabriquer chez toi en allumant ton imprimante, tu vas peut-être pas te poser la question, tu vois. Donc, je pense que c'est un no-brainer, encore une fois, c'est sûr que ça va marcher. Sous quelle forme, je sais pas. Pour l'instant, ça n'a pas marché comme ça devrait. Tu sais, c'est comme la VR, c'est comme les casques de réalité virtuelle. Et putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Je ne comprends pas, tu vois. Et moi, j'ai mis, tu sais, bah, d'ailleurs au Cannes Lions l'année dernière, j'ai eu la chance de tester la dernière version du casque VR de Oculus. D'accord. Juste de sortir. Et le mec m'a posé ça, c'était le Oculus Go. Maintenant, il est en vente. Hein. Maintenant, tu peux l'acheter à 600 balles. Mais le truc, il était tout nouveau à cette époque. Il n'était pas encore sorti. Donc, je l'ai testé sur une plage à Cannes à côté d'un verre de rosé. Voilà. C'est pour te donner un peu une idée du truc. C'est quand même assez sympa de venir au Cannes Lions tous les ans. Et donc, du coup, il me fait tester le truc. Et je dis, mais attends, mais ça va coûter 600 balles. C'est-à-dire que le casque, tu le poses sur tes oreilles comme ça. Tu n'as pas besoin d'ordi, pas besoin de téléphone. C'est tout intégré dans le casque. Et tu as l'expérience parfaite, c'est-à-dire l'expérience de tout de suite. Moi, j'ai fait le film, tu as un film en fait avec Obama. D'accord. Je te jure, j'en tremble là. Tu as l'impression que tu parles à Obama. Tu es à côté de lui, il te parle. Ah ouais. Ah, incroyable. L'impression est dingue. Moi, j'ai eu l'impression, je te le dis, à la fin, j'avais l'impression que j'avais fait une interview d'Obama. Ah ouais, ça t'a retourné le cerveau, quoi. Ça m'a retourné le cerveau. Incroyable. Et après, plus tard dans l'émission, je sais pas si on peut appeler ça une émission, dans le programme, tu parlais avec Michelle Obama. Elle te parlait de ses problèmes, voilà, en tant que femme de président, machin, de comment elle écrivait son livre, machin. C'était incroyable. J'avais l'impression à la fin de l'expérience, ça a duré une demi-heure, j'étais fatigué. J'avais eu l'impression, pas parce que j'avais mal aux yeux, hein, parce que j'avais eu l'impression d'avoir vécu un truc qui est impossible à vivre. C'est-à-dire interviewer Barack Obama assis dans le bureau ovale, quoi. Et c'était dingue. Et là, tu te dis aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que c'est encore trop cher. Tu sais, c'est comme... Ah ouais, tu penses que c'est le prix, toi? Moi, je suis pas... Ça m'a pas touché, ces trucs de réalité virtuelle, tu vois. Après, on évolue... Parce que tu n'as pas vécu cette expérience que j'ai vécue. Si je te jure, n'importe qui te met ce casque et te fait vivre ce que je viens de te décrire, tu vas changer d'avis, hein. Je te garantis. Ouais, non, mais je le remets pas en cause, mais c'est vrai que je l'ai pas. J'ai eu accès à des trucs de réalité virtuelle, mais ça m'a pas transcendanté. Ça se dit pas, mais bon, je l'invente. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas laissé comme toi un sentiment impérissable, quoi, voilà. Mais bon, c'est peut-être que c'était pas du Oculus, c'était des plus vieilles générations. J'ai essayé les trucs où tu mets les téléphones, ça joue aussi sans doute. On va revenir un petit peu on s'est vraiment très éloigné du sujet de départ. Bah non. Alors, si quand même, là on a digressé à mort. On a quand même Julien qui nous dit qu'il a envie d'aller au McDo du coup, mais que quand il voit les 2 heures de queue, ça lui donne un petit peu moins envie. Donc je te demandais tout à l'heure. La question qu'il devrait se poser, c'est pourquoi il a envie d'un McDo. Mais parce qu'en fait t'as parlé de la fausse viande et que tant qu'on a encore de la vraie, on a tous envie encore un peu d'en manger. Mais, mange de la viande à McDo? Pas au courant. Si, non, tu nous auras pas. Alors, donc je te demandais tout à l'heure, est-ce que tout le monde pouvait investir dans les startups? Est-ce que tu penses
parce que tout à l'heure, tu as donné quand même des chiffres intéressants, je trouve. Sur 100 startups, finalement, il n'y en a qu'une petite dizaine qui s'en sortent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais quand même une notion de montant qu'il faudrait avoir pour pouvoir aller sur ce marché-là? Tu vois ce que j'essaye de dire? À partir, là, tu as parlé d'un très gros investisseur, mais prenons un mec, quelqu'un qui voudrait investir dans 100 startups, parce que du coup, si on prend tes chiffres, il faudrait pouvoir investir dans 100 startups. C'est quoi le ticket? Non, tu peux le faire dans 10. Prends 10. 10? Alors, on peut le faire dans 10. C'est quoi le ticket moyen d'investissement dans une startup? Et après, on le multiplie par 10, quoi. 1000 balles. Ah ouais, tu pas plus que ça? Non, pas plus. Tu démarres à 1000 balles parce que, comment dire, au début, tu vas devoir te former. Et la meilleure manière de te former, c'est d'investir dans tes premières boîtes, je pense. En plus de suivre les vidéos de Family, de Michel de Guillermier, de moi, si ça vous intéresse, etc. Et d'apprendre ce que c'est vraiment une boîte et d'apprendre ces marchés-là. Après, si tu connais le marché dans lequel les startups dans lesquelles tu souhaites investir évoluent, en fait, tu n'as pas besoin spécialement de connaître le marché des startups. Tu connais le marché final. Donc, le marché final, c'est ce qui est le plus important au final. Je te donne un exemple. Tu peux très bien investir dans une boîte dans l'immobilier si tu connais bien l'immobilier. Tu n'as pas besoin de connaître le monde des startups. Si tu penses que cette boîte, elle va résoudre un problème important dans le domaine de l'immobilier, et si tu y crois, bah, mets le billet. D'accord. T'attends. J'aime bien l'image. Et alors, du coup, tu dis 1000 euros. Comment on investit? Tout à l'heure, tu parlais de plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. WeSeed, il en parle, Matous. Oui, il dit à partir de 100 euros, mais moi, je pense qu'il faut mettre au moins 1000. Attends, tu es allé trop vite là. C'est quoi le mot que tu as dit avant? WeSeed? WeSeed, ouais. C'est quoi WeSeed? Ça s'écrit comment? W-I-S-2-E-D. C'est une des plateformes pour investir sur des startups. Je connaissais même pas, tu vois, c'est hyper intéressant. Ah ouais, d'accord, crowdfunding. Donc tu te connectes à ce site-là, je suis dessus en même temps que je vous parlais. Donc attends. Tu te connectes à ce site-là si tu veux, tu t'inscris et tu vas avoir une liste de startups ou de boîtes. C'est pas que des startups, c'est des entreprises traditionnelles aussi parfois, hein, mais qui ont quelque chose d'un petit peu innovant si tu veux. Et ils vont te faire la liste, ils vont te donner accès à des documents incroyables sur ces boîtes. Et ces gens te disent, bah voilà, moi c'est mon projet, c'est ça. Voilà mes objectifs, voilà mon business plan, voilà mes associés, voilà mon marché. Toi, tu apprends. Et puis si la boîte elle te plaît, bah tu mets ton ticket. Alors je vois, alors attends une seconde, hein. Je vais quand même, bougez pas, je vais vous montrer rapidement. Alors là, vous voyez plus Rémi, là, 2 secondes, il y a plein de sous-menus, on voit même qu'il y a je remets Rémi, on voit même qu'il y a de l'immobilier, donc apparemment tu peux aussi investir dans l'immobilier, c'est ça? Absolument, ouais, moi j'investis également par là. C'est-à-dire que moi, il faut savoir que mon portefeuille est très diversifié, c'est-à-dire que j'investis dans des entreprises, j'investis dans l'immobilier, j'investis dans les cryptos, j'investis dans la bourse. Mais attention, j'ai mis des années pour en arriver là. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question il fallait que j'apprenne chaque chose avant de m'y frotter. Alors, tu investis dans l'immobilier que au travers de programmes comme ça, c'est-à-dire que tu as de l'investissement à toi. J'ai 3 appartements. Ah voilà, tu as 3 appartements. Bon, vous voyez, il fait partie de la famille. Comme ça, je l'aurais dit à la fin, mais tu peux rester, sinon tu sortais. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un coup. Ah, allez, vas-y, raconte, il faut qu'ils entendent. J'ai eu la chance de passer mon appartement à Cannes de location saisonnière à location normale quelques mois avant le corona. Ah oui, là, tu as eu de la chance, ouais, parce que là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui le prend comme ça. Un pur coup de chance. Ah ouais. On va pas se mentir, je vais pas vous dire que je l'avais vu venir, un pur coup de chance. Ok, les cryptos, tout à l'heure, tu en as parlé, on va quand même un peu aborder le sujet, du coup, ça m'intéressait. Donc, les cryptos, tu disais que tu étais avant tout le monde dessus. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, avant que ça monte, c'est vrai, t'as raison de me reprendre, j'ai tendance à prendre des raccourcis. Avant la gros pic, t'étais dessus, t'as eu une émission là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai failli rentrer dans le Bitcoin en 2012. Et à cause d'une croyance limitante, j'y suis pas rentré. C'est un pote à moi qui m'a dit, il faut que tu ailles voir ça. Moi, je suis un fou de technologie. Moi, j'ai cru à Internet en 94. Quand c'est arrivé en France, j'étais l'un des premiers à tanner ma mère pour avoir un ordinateur et créer mon premier site web avec FrontPage à l'époque. Ouais. C'était un site web en HTML dégueulasse. T'avais même pas de PHP, t'avais pas Google. Donc, c'est pour te donner une idée. Et quand il m'a parlé de Bitcoin, j'ai fait l'erreur que tout le monde a fait, je pense. Non, mais c'est trop beau pour être vrai, ce truc. Tu vois, c'est pas possible, je comprends pas. J'étais trop jeune, en fait. J'étais pas suffisamment ouvert vraiment à l'investissement à ce moment-là. J'y ai pas cru du tout. Pourtant, je te dis, les trucs technologiques, moi, je plonge dedans direct, quoi. Et là, j'y ai pas cru parce qu'il fallait mettre trop de cash. C'était trop compliqué. Attends, on revient en 2012. En 2012, pour investir dans les cryptos, il fallait avoir les coronesses bien accrochées. Ah ouais? Pas se le cacher. Ah ouais. Il y a eu une affaire fin 2012 sur Mt. Gox, ça s'appelait.
Mt. Gox, vous irez voir, je crois. Une très grave affaire, c'était une plateforme, c'était l'ancêtre de Binance et de Coinbase. Comment ça s'écrit? Et en fait, cette boîte, pardon? Comment ça s'écrit? Je crois que c'est MT plus loin Gox, un truc comme ça. Vous retrouverez le plus gros scandale de l'histoire des cryptos de toute façon. Et en fait, cette boîte, c'était une plateforme comme Binance et Coinbase aujourd'hui. C'était la même chose. Tu arrivais sur la plateforme, tu pouvais acheter des coins. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les coins qu'il y a aujourd'hui. Hein, t'imagines bien, il y avait Bitcoin et 2-3 autres merdes. Quoi. Voilà, t'avais la possibilité d'investir dans 3 merdes, quoi, pas plus. Et donc, ces mecs, le Bitcoin, ont pris l'argent et ils se sont barrés. Voilà, ouais, je vois. MT, pour ceux qui veulent voir, MT Gox, GOX. Voilà, c'est le plus gros scandale de l'histoire. Et d'ailleurs, il y a un Français qui est dedans, qui est dans l'histoire. Donc voilà, on va pas dire cocorico sur ce coup-là, parce qu'il y a un Français qui était à l'origine du truc. Bon, bref. Donc ce qui s'est passé, si tu veux, à cette époque-là, c'est que moi, je voyais tout ça. Je fais attends, non, mais c'est trop touchy, c'est trop dangereux. J'arrive pas à comprendre le truc. Et du coup, j'ai dit à mon pote, bah écoute, continue. Lui, il faisait du minage. Tu sais, il minait des cryptos à l'époque. Ouais. Il est riche aujourd'hui. Il habite très loin, non? Voilà, t'as tout compris. Voilà. Alors non, en fait, non, pas tout à fait. Il aurait pu être riche, mais il a vendu trop tôt. Et voilà, il a fait. Parce qu'en fait, les gens me font rire, tu sais. Ils te disent, ah putain, si j'avais investi en 2011, aujourd'hui, je vendrais mon Bitcoin 7, 8, 10 000 euros. Ouais, sauf que tu n'aurais jamais eu les couilles d'attendre jusqu'à ce qu'il coûte 10 000 en réalité. Tu l'aurais vendu bien avant. C'est ce que font la plupart des gens, je suis obligé de te rejoindre. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en considération l'effet humain qu'il y a sur les investissements. Et très souvent, c'est rare, hein, c'est rare d'avoir la capacité de ne pas avoir besoin d'argent pendant la durée de vie de ton investissement. Et je vois dans les commentaires dire Bitcoin, j'y ai pas cru, je me gifle chaque matin, mais c'est pas fini Bitcoin. Hein. Bitcoin, ça va. Bon, je vais pas dire, mais pour moi, attention, pour moi, ce n'est pas un conseil d'investissement que je vais dire maintenant, disclaimer. Pour moi, ça va aller à 100 000. Après, on verra. Alors, il y en a beaucoup qui pensent comme toi. Hein. Non, mais je préfère dire que c'est mon avis et qu'il faut pas prendre tout pour argent comptant. Il y en a beaucoup. Mais pourquoi Bitcoin, d'après moi, ça va aller à 100 000 ? C'est pas parce que c'est un objet financier. C'est parce que moi, je crois viscéralement au concept qui est derrière, au concept que véhicule Bitcoin. Et pas la blockchain seulement, hein, pas que la blockchain, tout ce qui va autour. Bitcoin, c'est pour moi certain que ça va marcher. Parce que le concept même est une évidence, en réalité. C'est une évidence qu'il va falloir arrêter de passer par un intermédiaire pour transférer de l'argent à quelqu'un. C'est une évidence pour moi. Tu vois, il n'y a pas de no-brain, tu vois, il n'y a pas de brain. C'est... Ouais, mais si tu veux, moi j'entends. Alors c'est un sujet intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'on attende ce sujet-là, tu vois. Mais la problématique aujourd'hui du monde, c'est dans mon bouquin en fait. Le problème du monde capitaliste, c'est qu'il a besoin du crédit en fait, et que le crédit est paradoxalement ce qui le détruit. C'est les deux faces d'une même pièce en fait. Et la problématique, c'est que le Bitcoin aujourd'hui, en tout cas, ne résout pas ce problème-là en fait. C'est-à-dire que tu vois, un mec comme moi qui vit de la créance, moi je vis des dettes, hein, je ne vais pas m'en cacher. Je suis ce pourquoi les gilets jaunes manifestent dans la rue et je l'assume moyennement, mais bon après c'est la vie. Je pense que malheureusement aujourd'hui, bah tiens, c'est un très bon exemple. Moi j'ai travaillé pendant tout le Covid et j'ai pas que travaillé parce que j'écrivais un bouquin. J'ai travaillé parce que mes chantiers ont continué. Là, ce soir, tu vois, j'ai un rendez-vous pour continuer. Et l'économie française, aujourd'hui, les mecs comme moi qu'elle a détesté, elle va être très contente de m'avoir parce que je ne sous-traite pas en Chine, tu vois. Moi, mon business, il est ici. Et si je dois partir avec sur mon dos. Tu vois ce que je veux dire? Et le Bitcoin, aujourd'hui, il va tuer les gens comme moi, en fait. Non, je pense pas. Ah ouais, moi, j'ai du mal à voir comment il va me permettre de vivre, en fait. Et c'est là que parce que tu vois le Bitcoin comme il est aujourd'hui. Moi, je vois déjà comme il sera dans 10 ans. Enfin, j'essaye. Attention, je suis pas voyant non plus. Hein. Il faut comprendre que ces technologies-là, tu sais, c'est comme si tu parlais d'Internet en 95. Regarde comment les gens parlaient d'Internet en 95. Et en fait, c'est ça. Hein. Non, alors en fait, faudrait prendre, pour prendre le bon exemple, faudrait voir comment les gens parlaient d'Internet en 2002-2003, tu vois. Et non, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Si, parce qu'ils sortaient de la crise de la tech. Et du coup. Et alors? Ah, ils avaient un avis qui était. Alors attends, disons 2003 alors. Voilà, 2003, je suis d'accord. 2003, je te laisse tranquille. 2003-2004. Si tu regardes bien, et c'est pareil pour toutes les technologies, tu as toujours des phases. Tu sais, il y a la phase technologique, on appelle ça. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est la courbe d'adoption de la technologie, d'une technologie quelle qu'elle soit. Et en fait, les gens pensent qu'en 2017, quand il y a eu le Bitcoin à 18 ou 19 000 $, ils pensent que la courbe était tout en haut et qu'on est redescendu. Mais ils sont fous. Ces gens sont fous.
On était complètement au début encore. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que, et je le sais pour une raison simple, c'est que si on était en haut de la courbe, ma grand-mère m'aurait parlé du Bitcoin. Elle m'en a pas parlé. Tu comprends? Tata Lucette m'aurait dit, putain, j'ai acheté des Bitcoins, c'est trop bien. Quand tu vois que Nabila fait de la pub pour le Bitcoin, on en est quand même pas très loin. Alors, je te rappelle juste un point important. Nabila, elle a fait la pub pour le Bitcoin parce qu'on lui a donné un gros billet, si tu veux. Peu importe. Complètement différent. Non, mais ça, c'est une conséquence. Oui, mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que on croit que Bitcoin est arrivé mainstream. Il n'est pas mainstream. Non, ça, je le remets pas en cause. Disons simplement que moi, je vais modérer tes propos en disant ceci. Le Covid-19 vient de faire prendre conscience à des gens que Skype existait. Donc, je pense que tu es vraiment... Tu as un problème de temps encore. Je pense qu'avant que le Bitcoin arrive, c'est dans... C'est pour ça que c'est le bon moment. Ouais, je sais pas. Encore une fois, c'est pas mon business. Voilà, c'est pas mon business. Du coup, 2012, je prends pas le truc. Je me fais baiser. Voilà, j'y vais pas. On va dire ça comme ça. Voilà, mais en fait, je me suis pas fait baiser parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aurais été incapable de tenir jusqu'à 2017 pour le revendre. Donc, c'est pas grave. On arrive en 2016. 2016, mon pote me dit, putain, et d'autres potes commencent à me dire, putain, mais attends, il y a peut-être un truc là quand même. T'es sûr que tu veux pas remettre le nez dedans, quoi. Et là, j'ai mis le nez dedans pour de vrai, en début 2016. Donc, bien avant la grosse montée. Et là, j'ai dit, attends. Tu sais, j'avais envie de prendre le Rémi de 2012, lui faire l'insulter, tu vois, lui dire va te faire foutre, de gros con. Et là, j'ai dit, mais j'étais aussi dans une meilleure situation, tu vois, il y a aussi des choses de la vie, tu vois, tu peux pas louper ces choses-là, c'est important. J'étais dans une meilleure situation financière, je me sentais mieux dans ma peau, tu vois, il y a tout ça aussi. J'avais appris des choses. La psychologie a un lien énorme avec l'argent, les gens s'en rendent pas compte, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à en gagner, d'ailleurs, ce qu'ils sous-estiment leur psychologie financière. Exactement. Et donc, 2016, je m'intéresse au projet, et là, je dis, ok, là, il faut que j'y aille. Pas parce que je vais gagner de l'argent, attention. Moi, à aucun moment, j'investis dans les crypto-monnaies pour gagner de l'argent, j'en ai rien à foutre. Gagner de l'argent, c'est une conséquence si mon pari a été bon. C'est vraiment ça. Moi, quand j'investis dans Bitcoin, dans Ethereum, dans Tron, dans Verge, dans quelques autres cryptos, je vous donnerai la liste si ça vous intéresse, c'est parce que je crois au projet sous-jacent, je crois au projet qui est derrière. C'est pas parce qu'on m'a dit qu'il faut investir là-dedans parce que. Alors Ethereum, on en a parlé dans les commentaires, Ethereum c'est très simple. Ethereum, j'investis dedans puisque ça permet de créer des contrats entre deux entreprises. Et si tu veux, si tu réfléchis 2 secondes dans ta tête, un contrat automatique entre deux entreprises, c'est juste magnifique, quoi. C'est génial, ça va régler plein de problèmes. Donc pour moi, l'Ethereum, c'est sûr que ça va marcher. D'une manière ou d'une autre, ça va marcher. Après, est-ce que ça va coûter beaucoup? Est-ce que ça va coûter ce que tu aimerais que ça coûte? Ça, je n'en sais rien, tu vois. Mais moi, je crois au projet initial. Et ben, c'est pareil. Donc là, je me suis investi et j'ai décidé de créer un podcast à ce moment-là pour expliquer, voilà, ce que j'étais en train de vivre. J'avais déjà appris. Moi, en fait, quand j'ai décidé d'apprendre un sujet, je deviens un malade. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je fais que ça H24. Je deviens fou, tu vois. Je lis tout ce qui se passe, j'écoute tout, je me fais ma propre opinion sur un sujet. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que tu verras que dans tous les sujets que tu traites, tu as toujours le pour et le contre. Tout à l'heure, je te parlais de Michel d'un côté, d'Oussama de l'autre. C'est antagoniste et pourtant les deux ont raison. Et ben, c'est pareil sur ces marchés-là. Et moi, j'aime bien me faire ma propre opinion. Et donc, du coup, j'ai lancé ça et j'y suis allé. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai toujours mon portefeuille et j'ai fait un truc très intéressant. C'est que fin 2016, avant que ce soit au grand maximum, et ça avait déjà beaucoup monté, j'ai vendu, écoute-moi bien, j'ai vendu l'équivalent de tout ce que j'avais investi. Oui, tu t'es remboursé. Je me suis remboursé, ce qui fait que j'ai pu supprimer Blockfolio. Blockfolio, c'est mon portefeuille qui me permet de savoir en temps réel tout ce que j'ai en crypto. Depuis, je l'ai remis, hein, mais je l'ouvre quasiment jamais. Oui, et surtout, ça a créé quelque chose de super intéressant, c'est que je n'avais plus de lien émotionnel avec mes cryptos. Ah, mais ça, c'est le problème de l'argent. Les gens confondent le fait que l'argent soit une bonne ou une mauvaise chose et le fait que c'est leur émotion qui parle, en fait. C'est ça. Et on cherche à donner des raisons émotionnelles à l'argent, X ou Y. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai fait ça? Ben parce que comme ça, comme tu n'as plus besoin de regarder, tu ne suis plus les cours. Mais non, c'est pire que ça. J'étais devenu fou. J'étais en train de devenir un trader. C'est-à-dire que je me connectais toute la journée. J'étais là, oh putain, ouais, attends, machin, ouais, ça a baissé, blablabla. Et après, à un moment, j'ai pris du recul. Je fais, attends, mais tu veux devenir Jérôme Kerviel? Non, tu veux pas devenir trader professionnel. Donc en fait, ta vie, c'est pas ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sortes vite de là? Parce que j'y arrivais pas en fait. J'étais en train de. En fait, les cryptos me possédaient. C'est pas moi qui les possédais. Tu vois.
Et donc du coup, j'ai tout arrêté, j'ai vendu l'équivalent, et là, j'ai encore bon, j'aime pas partager les trucs financiers, mais voilà, j'ai des sous. T'as des bitcoins, t'as de l'argent placé, donc t'es. Ouais, ouais. Ouais. Mais ce qui est bien, et puis ce que je te dis aussi, c'est que vu que j'ai diversifié mes investissements, aujourd'hui, je m'en fous. Les gens me disent, ah, t'as vu, ça a baissé. Ouais, je m'en bats les couilles, en fait. Non, mais moi, je suis. J'ai dit à tout le monde, je ne vendrai pas avant 2022, quoi qu'il arrive. Ah ouais. Ouais, Ouais. t'as déjà la limite dans ta tête, quoi. Je commencerai à regarder pour En vendre en 2022. 2022. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, écoute. C'est simple. Bon, alors on va regarder un peu les réactions et puis on arrive sur la fin de l'émission. Ça aura passé vite, hein. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, bah, tant mieux. Attends, non, mais c'était très bien. Moi, alors il y a que le site que tu nous as parlé. Il y a que Wizz pour les startups. Au passage, quand même, c'est moi qui pose aussi. Non, il y a un un Axago, il y en a plein. Tu fais plusieurs. investir dans une startup, tu vas avoir la liste. Je te conseille effectivement un Axago, WeSeed. Il y en a une autre qui est très bien, qui a démarré récemment et qui est uniquement sur les projets environnementaux ou développement durable, qui s'appelle LITA, L-I-T-A. D'accord. Très très bien, que je conseille aussi. Je connais les créateurs, ils sont très très bons. Tu as une boîte aussi qui s'appelle, alors eux c'est un peu différent, c'est l'agence de notation des startups. Ça s'appelle Early Metrics. Ok. C'est la boîte d'un pote. Son concept en fait, c'est de noter les startups. C'est bien. Ouais, il les note. Ouais, pour que tu puisses savoir si tu investis dedans ou pas. Voilà, mais par contre, évidemment, il fait payer les investisseurs pour avoir accès à ce À truc. la notation. Mais tu as quelques trucs gratuits, donc tu peux aller voir aussi. Voilà. Est-ce qu'il existe des. Alors, il y a Furax qui demande s'il existe des groupes de startups, tu sais, des pools en fait, comme les ETF, pour investir dessus. Alors, vraiment, comme des ETF, non. Enfin, ça existe sûrement, mais ça m'intéresse pas spécialement. Mais par contre, il y a. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir qui ressemble un peu à ça? Oui, parce qu'il veut investir en fait dans une ETF qui suivrait plusieurs startups pour diluer un peu son investissement, c'est ça? Bonne question. Je sais que sur eToro maintenant, je sais que c'est un site qui est très controversé, hein, et moi-même je l'ai très controversé au début. Je sais qu'il commence à rentrer des des ETF de trucs un petit peu qui pourraient ressembler à des startups. Pourquoi t'aimes pas eToro? J'aime maintenant, mais j'aimais pas. Ah, t'aimes maintenant, mais pourquoi t'aimais pas au départ? Le marketing trop agressif? Ouais, c'était trop agressif. Tu sais, moi je suis quelqu'un, quand c'est trop agressif, je fuis. Et puis surtout, moi je vois souvent j'arrive souvent à voir les lièvres. Au début, eToro, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, hein. C'était moins propre que ça. Maintenant, c'est plus propre et alors je fais pas n'importe quoi dessus non plus. Il y a des trucs que je ne ferai jamais. Typiquement, les ETF, moi je suis pas un grand fan, mais pas parce que j'ai compris l'intérêt. Il n'y a aucun souci, je suis pas débile. Mais je préfère investir vraiment dans une vraie action. Donc tu trades toi en fait, on est d'accord, hein, si tu es sur eToro? Alors, je trade pas. C'est-à-dire que moi, je suis pas un trader. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, si tu vois mon compte eToro, tu vas voir des boîtes, encore une fois, dans lesquelles je crois et dans lesquelles je ne vais pas vendre avant 5 ans. Donc, on peut pas dire que je sois vraiment un trader. Tu vois, moi, par exemple, je sais et j'ai investi dans des boîtes françaises pour la plupart sur eToro parce que je sais que ces boîtes-là vont tout péter, quoi. Voilà, je suis au courant. Enfin, je parie encore une fois dessus, hein. J'ai pas la science infuse non plus. Je vais probablement me planter sur certaines d'entre elles. Mais vu le portefeuille que j'ai pris très diversifié, j'ai peu de chances de me planter au final, tu vois. Et encore une fois, c'est de l'investissement dans le sens où j'ai pas spécialement, bien sûr, si je gagne de l'argent, je serai content, mais c'est parce que je crois au projet surtout. Ouais, tu veux faire partie du truc et de l'histoire, quoi. Ouais, j'ai à peu près tout passé. On va prendre cette question. Tu recommandes une plateforme sécurisée pour l'achat de Bitcoin, du coup? Comme tu disais que tu avais été un peu échaudé par l'affaire BTC, là. Aujourd'hui, il y a deux plateformes. On va pas se mentir. Pour moi, il y a deux plateformes. Il y a Coinbase pour ceux qui veulent faire des trucs simples et qui ont encore besoin d'apprendre, qui doivent se former. Voilà, c'est Coinbase, tout simple. Et deuxièmement, c'est Binance. Voilà, aujourd'hui, alors il y a plein d'autres plateformes. Il y a Kraken. Moi, j'ai pris toutes mes cryptos de Kraken. Je les ai transférés sur Binance parce que Binance est plus propre, plus beau, mieux fait, etc. Mais il est très compliqué encore pour les débutants. Et pour démarrer, il faut faire Coinbase. Il faut pas se prendre la tête, hein. Après, tu peux utiliser aussi les plateformes du type ceux qui font des cartes bancaires. Là, j'ai plus le nom là. N24 merde. Là, machin là, non? N26 et tous ces trucs-là. Ouais. Mais bon, je préfère quand même. Honnêtement, Coinbase, c'est magnifique, hein. Pour démarrer, c'est magnifique. Ok. Bon, Rémi, je te remercie. Je t'en prie. Et d'ailleurs, juste dernier petit point.
Si vous voulez investir dans une startup qui n'est plus une startup et qui envoie du lourd dans les cryptos, bah vous savez à qui parler, hein. Pas moi, hein. Mais l'archevêque. 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 Vas-y, réfléchis 2 secondes. Non, je suis pas au courant. Je sais pas. Il va falloir que tu me Mais dises. si, tu sais. Mais non. Il était dans l'émission que t'as kiffé. Non. Tu parles de comment il s'appelle Mathieu. Ledger. Comment? Ledger. Non, j'y suis pas du tout là. Ah oui, le mec des bitcoins, le mec des bitcoins là qui était dans l'émission là. Les clés Ledger là, c'est ça? Il a créé Ledger. Ouais, Ledger, c'est vrai. la meilleure clé cryptographique sécurisée physique de tes cryptos au monde. C'est lui qui l'a créé. C'est un Français. Ouais, c'est vrai, Ledger. C'est vrai, j'ai percuté, putain, j'ai été. Ça, c'est une belle boîte. Ça, c'est une putain de boîte. Ah ouais, d'accord. Lui, on peut investir sur sa société. Je sais pas si on peut investir. Je sais pas s'il est en bourse. Faut que j'aille regarder d'ailleurs. Je sais pas s'il est en bourse. Je sais qu'il avait levé des fonds à une époque. Je sais pas où il en est actuellement. Mais c'est bien que tu me le rappelles. Que je te le retouche. Juste avant de finir, tu as écrit un bouquin toi aussi. Ouais. Hop. Vous voyez là? Alors, ouais, ça c'est bon, on voit bien. Touche-nous-en un mot, parce que bon, entre écrivains, on se supporte. Putain, le tien est plus gros, j'ai dégoûté. Non, mais tu sais que le mien était plus gros avant, parce que c'est une nouvelle édition, le mien. Le premier, il est sorti en 2013. Ah. Et je l'ai quitté à chaque fois. Et c'est marrant, mais à chaque fois, je le réduis en taille. Les gens, ils disent, c'est pas possible, tu devrais le grossir. Je fais, non, moi, je veux aller à l'essentiel. Les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps. Je suis en train de le réduire, mais ouais, il fait 500 pages, le mien, ouais, il est gros. Ah ouais, c'est gros. Ouais, c'est gros, ouais. Bref, ce livre, il faut savoir que je l'offre à certaines personnes. Si vous êtes suffisamment malin, allez voir ce qui se passe sur Instagram. Il peut y avoir des trucs moyens pour l'avoir gratos. Voilà. Je vous laisse chercher. Bon, c'était Rémi. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, sur des podcasts. Enfin, ils te trouveront. Ouais, MSB Show ici, ou vous tapez Rémi Bigot, REMYBIGOT. Vous me trouverez facilement sur toutes les plateformes. Allez, ben c'est super. Merci d'être venu, Rémi. C'était super agréable. Et à très bientôt. Super, merci à toi pour l'invitation. Et je pense qu'il va falloir qu'on refasse un truc. Sans problème. Chez moi, peut-être. Ah, ben avec plaisir. Tu seras le bienvenu. Bonne soirée à tous. On arrive au bout du confinement, les gars. Courage. Courage.